Oui, bonsoir à toutes et à tous. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité à parler en basque, et puis je me suis dit que pour pas trop faire de sélection parmi ceux qui écoutent, je vais finalement parler en français. Non, c'est un clin d'œil, bien sûr. Donc, Philippe Mérieux, je suis très heureux de rencontrer Yves Lecoq parce que j'ai beaucoup aimé le travail que Yves a fait sur la pédagogie de la gestion mentale. Alors, nous discutions avant de venir ici pour nous dire ensemble que ce mot de gestion mentale, cette expression n'était pas très heureuse. Bon, le mot gestion renvoie à quelque chose qui... gestion des ressources humaines, gestion financière, tout cela. Et en réalité, ce dont nous allons parler n'a rien à voir avec cette vision gestionnaire des apprentissages. Mais je suis très heureux donc de rencontrer Yves Lecoq parce que j'ai eu l'occasion, et ça a été pour moi un grand bonheur pendant de nombreuses années, de travailler avec Antoine de La Garandrie, le fondateur de cette gestion mentale. Nous avons organisé ensemble de nombreuses universités d'été, des colloques. Nous avons discuté, nous étions d'accord sur beaucoup de points de vue, un peu en désaccord ou en complémentarité sur d'autres, mais je crois qu'aujourd'hui, revisiter la pédagogie que nous a proposée Antoine de La Garandrie est utile, et particulièrement au moment où se développent des approches qu'on pourrait appeler mécanistes, techniques, technicistes même de l'apprentissage. Sa vision phénoménologique qui prend en compte le sujet dans sa globalité, qui le prend complètement en charge avec son intentionnalité, peut nous apporter énormément, et on va essayer de vous en parler avec Yves dans une conférence, non pas gesticulée, ou un tout petit peu gesticulée, mais surtout dialoguée. Oui, moi je tiens à dire aussi que je suis très heureux de pouvoir co-animer cette conférence avec Philippe, qui est quand même pour moi, pour peut-être lu mon livre, j'ai deux grands modèles et maîtres en pédagogie, si je puis dire, c'est Antoine de La Garandrie et Philippe. Si. Et c'est vrai que je trouve que la complémentarité entre l'apport d'Antoine de La Garandrie et l'apport de Mérieux est réelle et est importante, et c'est vrai que dans ma propre conception de la gestion mentale, parce que je pense qu'on a chacun sa manière de vivre la mentale, elle est capitale. On va peut-être commencer sans plus attendre. Absolument. Alors, on va vous Donc montrer... je te laisse présenter le plan de notre débat-dialogue. Donc le thème qui nous a été imposé, parce que là on n'a pas eu le choix, c'est celui de la motivation des élèves. Motiver, oui, mais comment? Quelle piste propose l'histoire de la pédagogie? Alors moi j'évoquerai toute une série d'auteurs, et puis Yves évoquera surtout la pédagogie d'Antoine de La Garandrie. Quelle piste pour motiver nos élèves? Je ferai une petite introduction sur l'apport de l'éducation nouvelle. Ensuite, Yves parlera de la tradition introspective, qui est précisément celle qu'a développée Antoine de La Garandrie. J'évoquerai la question, une approche un peu différente, qui est celle de la médiation culturelle. Yves évoquera l'apport de la neuropédagogie, et nous conclurons ensemble en évoquant une notion qui nous paraît susceptible de synthétiser un peu les choses, de réconcilier des approches différentes, qui est la notion de pédagogie différenciée. Voilà. Ça pourrait durer des heures et des heures en fait. Hein. Donc, on va essayer d'être à la fois synthétique et simple. Et donc, voilà, je laisse Philippe commencer et s'emparer du pointeur. Voilà, alors quelques mots peut-être historiques, parce que c'est toujours intéressant de revisiter l'histoire. Ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, c'est plus tellement nouveau, est un courant qui est né à la fin du 19e siècle. Alors, il est né en Angleterre, c'est un pasteur qui s'appelait Cecil Redi, qui a fondé une école, d'abord pour ses enfants et ensuite pour tous les enfants du village, à Abersham, dans la banlieue de Londres. Alors cette école se caractérisait par le fait qu'il n'y avait plus de cours au sens traditionnel du terme. Les enfants apprenaient la géométrie en arpentant les terrains, apprenaient l'histoire en constituant un petit musée avec l'histoire de la ville, apprenez la littérature en jouant des pièces de théâtre, et c'est l'introduction, la première fois d'une manière systématique, de ce qu'on pourrait appeler des méthodes actives, où il n'y a pas de transmission magistrale, mais où on met les enfants dans une situation qui va leur permettre de découvrir eux-mêmes les savoirs. Alors Abersham est connu en France à travers quelqu'un qui va visiter Abersham, qui s'interroge, c'est un économiste qui s'interroge sur la supériorité économique de l'Angleterre par rapport à la France, et qui va découvrir cette école, et qui va revenir en France complètement enthousiasmé, et qui va fonder une école à côté de Paris, qui existe toujours, qui est la première école nouvelle, qui s'appelle l'école des Roches. L'école des Roches est une école qui à l'époque est assez révolutionnaire. Elle est révolutionnaire, nous sommes dans les années 1910,
Donc c'est très tôt, et les garçons et les filles se baignent nus dans la même piscine. Donc c'est dans le courant hygiéniste de l'époque, bien sûr, mais c'est quand même, ça fait bouger, on va dire. Alors à Bolshom, puis l'école des Roches sont quand même des écoles pour privilégiés, il faut bien le dire. Ce sont des écoles privées où ne se retrouvent que les fils et les filles d'une élite sociale extrêmement sélective. Alors les pédagogues qui s'intéressent à tout cela vont commencer à se réunir, et puis ils vont se réunir après le massacre affreux de la guerre de 14-18 en 1921, à Calais. C'est le premier congrès international de l'éducation nouvelle où va se fonder la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. On va y retrouver De Crowley, Beauvais, Ensor. Ensor, c'est une femme qui est théosophe, Claparède, Guéheb, qui est centré essentiellement sur le corps, etc., Ferrière, et des tas d'autres. On voit en particulier un personnage qui probablement, je n'ai pas retrouvé son nom, mais il vient d'un pays un peu oriental et qui devait sans doute renvoyé à la pédagogie de Tagore. Alors ce congrès de Calais se fait dans la mouvance de la Première Guerre mondiale. C'est un congrès qui est résolument pacifiste, et Henri Vallon, qui n'y a pas participé, mais qui le connaît très bien et qui sera le président de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle après le départ d'Adolphe Ferrière, dit ceci: ce congrès était le résultat du mouvement pacifiste qui avait alors succédé à la Première Guerre mondiale. Il avait semblé que pour assurer au monde un avenir de paix, rien ne pouvait être plus efficace que de développer dans les jeunes générations le respect de la personne humaine pour une éducation appropriée. Ainsi pourraient s'épanouir les sentiments de solidarité et de fraternité humaine qui sont aux antipodes de la guerre et de la violence. Donc ils étaient sur une position plus jamais ça. Plus jamais ça, et pour qu'il n'y ait plus jamais ça, on va éduquer autrement les enfants. Alors éduquer autrement les enfants, c'est-à-dire c'est-à-dire on va partir de l'intérêt de l'enfant. On ne va plus partir de l'intérêt de l'adulte, on va partir de l'intérêt de l'enfant. Avec quand même une grande ambiguïté, c'est que l'intérêt de l'enfant, c'est quoi? Ça peut être ce qui l'intéresse, mais ça peut être aussi ce qui est dans son intérêt. Et un des problèmes majeurs de tout éducateur, c'est que ce qui intéresse les enfants n'est pas toujours complètement dans leur intérêt, et ce qui est dans leur intérêt ne les intéresse pas forcément. S'il y avait une concordance absolue entre ce qui les intéresse et ce qui est dans leur intérêt, il n'y aurait plus absolument aucun problème de motivation. C'est bien parce que ce qui les intéresse n'est pas tout de suite perçu comme étant dans leur intérêt qu'on va chercher à trouver des solutions. Et trouver des solutions, ça va être l'objet de tout le travail des penseurs de l'éducation nouvelle. Comment faire le pont entre ce qui intéresse l'enfant et ce qui est dans son intérêt. Comment réussir à passer de l'un à l'autre pour à la fois motiver les enfants, mais pas simplement les motiver sur ce qui les intéresse spontanément, mais pour les motiver sur ce qui est dans leur intérêt, c'est-à-dire la culture dans ses formes les plus élevées. Alors, cette ambiguïté sur la notion d'intérêt de l'enfant va quand même subsister. Les éducateurs de l'éducation nouvelle qui se réunissent en congrès tous les ans vont se battre souvent là-dessus. Certains vont défendre l'idée qu'il faut partir vraiment des intérêts immédiats. Et d'autres vont défendre l'idée que quand même, les intérêts immédiats, c'est pas le tout. Il faut aller chercher des intérêts supérieurs. Et entre les deux, il va y avoir des bagarres pédagogiques assez fortes. J'ai pas le temps de vous les expliciter, mais elles sont quand même importantes. Alors, ce sur quoi ils sont à peu près d'accord, c'est que le pont naturel entre ce qui intéresse et ce qui est dans son intérêt, c'est l'usage. L'usage, c'est-à-dire le fait d'étudier avec eux un certain nombre de choses dont ils ont déjà compris que ça pouvait être utile dans leur vie quotidienne. Alors ça va être introduit tout de suite après la guerre de 14-18 par Benjamin Profit quand il crée les coopératives scolaires, qui sont des lieux, des cadres où les familles, les enfants apportent un peu d'argent qui contribuent à restaurer les écoles qui ont été très largement abîmées pendant la Première Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait compter les enfants avec l'argent qu'on recueille dans les coopératives scolaires. Et on se dit, on va leur apprendre l'arithmétique, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, à partir de la gestion de la coopérative scolaire. Alors on va continuer comme ça, on va ensuite introduire, ça existait déjà, mais on va introduire d'une manière plus systématique la correspondance scolaire. Et puis Célestin Freinet, de façon très emblématique, va introduire le journal scolaire. L'idée du journal scolaire, elle est très simple, c'est on part de textes que les enfants
ont envie d'écrire, de textes libres, et puis on les aide à l'améliorer parce que simplement, comme ça va être imprimé dans le journal scolaire, eh bien, par respect pour le lecteur, mais aussi par fierté pour eux-mêmes et pour leur école, ils vont travailler la grammaire, travailler l'orthographe, améliorer le style, etc., etc. Et donc ils vont passer de ce qui est intéressant spontanément à ce qui est dans leur intérêt. Alors ça marche assez bien pour des apprentissages relativement simples. C'est-à-dire quand il s'agit du calcul, ça marche assez bien. On peut trouver des tas de solutions pour apprendre le calcul à partir des événements de la vie quotidienne. Ça marche encore assez bien pour la grammaire, pour l'orthographe, mais quand on arrive à des objectifs qu'on appelle de haut niveau taxonomique, je sais pas, les équations du 2e degré, c'est déjà plus compliqué. Quand on arrive à des éléments qui touchent à la poésie ou qu'on veut parler de philosophie ou de physique quantique, c'est vraiment très compliqué de partir du quotidien, de partir de l'utile. On peut y arriver, mais c'est très compliqué. Et tout de suite, on s'aperçoit que ça ne marche pas réellement très bien. Donc cette motivation par les usages, eh bien, elle est liée à des représentations et des situations très inégalitaires. Tout le monde n'a pas la possibilité de compter de l'argent et de participer à une coopérative scolaire. Et c'est souvent limité à l'utilisation pragmatique et immédiate qui ne correspondent qu'à des bas niveaux taxonomiques. Alors, à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un d'important qui va apparaître dans le paysage, qui était déjà dans le paysage dans les années 1920, mais qui va apparaître beaucoup plus, c'est Jean Piaget. Jean Piaget, qui est un psychologue genevois, qui est un psychologue très important, qui va faire des découvertes en psychologie très importantes, et qui va commencer à formaliser quelque chose que nous serons nombreux à essayer de travailler dans la suite de Jean Piaget, qu'on appelle les situations problèmes. Les situations problèmes, ça consiste à motiver l'élève non pas à partir d'un problème technique, compter sa monnaie, mais d'un problème qui est construit artificiellement, mais d'une manière motivante, mobilisatrice, par l'enseignant. Alors, une situation problème, c'est un projet mobilisateur, mais un projet qui, quand on veut le réaliser, rencontre un obstacle. Et on va beaucoup travailler sous la houlette de Piaget et de tous les gens qui vont travailler avec lui et derrière lui sur la notion d'obstacle. On met un élève en situation de faire quelque chose et puis il ne peut pas y arriver parce qu'il bute sur une difficulté. Et cette difficulté, je vais lui permettre de la surmonter en lui donnant des consignes qui sont composées de contraintes et de ressources qui vont lui permettre d'effectuer une opération mentale, d'atteindre un objectif qu'il réinvestira dans la tâche à effectuer. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça pourrait être un tout petit peu complexe, mais un exemple de situation problème pour que ça ne reste pas très abstrait. Moi, j'ai longtemps été professeur de lettres, professeur de français, et une des situations problèmes que j'utilisais le plus fréquemment, c'était une situation que j'avais empruntée au mouvement de l'Oulipo. Alors, l'Oulipo, ça vous dit peut-être quelque chose, ouvroir de littérature potentielle, Raymond Queneau, Georges Perec. Un des livres majeurs de l'Oulipo, c'est La disparition. Il y a quoi dans ce livre? C'est un livre de 350 pages où il n'y a pas une seule fois la lettre E. C'est fantastique. Il n'y a pas une seule fois la lettre E. En réalité, c'est la lettre E qui a disparu. C'est pour ça que le livre s'appelle La disparition. Il y a tout un travail autour de ça. Et cette technique s'appelle le lipogramme. Le lipogramme, ça consiste à interdire une lettre. Et nous avons été nombreux à utiliser ça comme situation problème. Alors, on fait quoi? On dit à un élève ou à des élèves, vous allez décrire un tableau, voilà, ou vous allez décrire une photographie. Et puis on va vous interdire la lettre E. C'est-à-dire qu'on va placer sur votre route un obstacle. Cet obstacle fait que vous n'allez pas pouvoir utiliser le vocabulaire que vous utilisez habituellement. Cet obstacle, c'est une contrainte. Mais on va vous donner aussi des ressources. On va vous donner, par exemple, des dictionnaires des synonymes. Et avec la contrainte et la ressource, vous allez faire une opération mentale qui consiste à rechercher du vocabulaire. Et à partir de là, vous allez atteindre un objectif, vous allez réinvestir ça dans la tâche. Et grâce à l'obstacle que vous aurez surmonté, vous aurez, dans une situation mobilisatrice, réussi à dépasser l'obstacle et à acquérir quelque chose de nouveau. Alors, c'est une forme d'apprentissage qui est extrêmement stimulante, mais qui s'avère quand même assez complexe à mettre en œuvre de manière systématique. On peut, et si on a le temps, je vous donnerai des tas d'exemples dans toutes les disciplines, mais c'est quand même assez complexe. Et au-delà de cela,
cette notion de situation-problème fait apparaître une distinction extrêmement importante, et qui est une distinction tout à fait déterminante pour comprendre ce que c'est que l'apprentissage, entre la tâche et l'objectif. La tâche, c'est ce que fait l'élève. Une narration, c'est ce qu'il fait concrètement, c'est ce qui va être noté. C'est ce dont il a une représentation permanente, c'est ce qui sera valorisé individuellement ou socialement. Il va monter une pièce de théâtre, il va écrire un roman, il va faire une maquette, c'est une tâche. Mais la tâche, ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est ce qu'il atteint en faisant cette tâche et qui va lui permettre de progresser. L'objectif, c'est ce qui constitue un progrès intellectuel transférable qui doit être évalué et qui est ce que précisément on a appris. Et dans une recherche, qui est une des dernières recherches que j'ai menées avec mes collègues universitaires, on a systématiquement posé la question à des élèves, après une séquence d'apprentissage, ou bien après une visite au musée, ou bien après, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as appris? Et de quoi s'aperçoit-on? C'est que la plupart des élèves savent dire ce qu'ils ont fait. Alors, on est allé au musée, on a couru après le gardien, on a imprimé une pièce, etc., etc. On a fait des exercices, on a rempli des cases, on a bouché des trous. Ils disent ce qu'ils ont fait. Ça, ils savent dire ce qu'ils ont fait. Puis on leur dit, alors, qu'est-ce que tu as appris à cette occasion? Ah, c'est beaucoup plus difficile à dire pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils savent assez bien discerner la nature de l'activité, la tâche, mais peu la nature de l'objectif. Et ils le savent d'autant moins bien que l'école ne fait pas bien la distinction. Parce que ce qu'elle note, c'est la tâche. C'est rarement l'atteinte de l'objectif. Et quand elle note l'atteinte de l'objectif, elle le note à travers une tâche. Donc un des enjeux majeurs, et là nous nous retrouvions parfaitement avec Antoine de la Garandrie quand nous en parlions, c'était la possibilité donnée à quelqu'un de distinguer ce qu'il fait et ce qu'il a appris. Et de formaliser dans sa tête ce qu'il a appris. Alors évidemment, avant d'apprendre quelque chose qu'on ne sait pas, ça ne peut pas vous motiver. Donc ce qui vous motive, c'est la tâche. C'est pas l'objectif. Vous êtes motivé par le fait de faire quelque chose. Donc le formateur, l'instituteur, le professeur, il va motiver l'élève par une tâche, mais en réalité un trésor est caché devant, pour reprendre l'expression de La Fontaine. L'important, c'est pas ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va acquérir à travers ce qu'il va faire. Et ce qu'il va acquérir, il ne peut pas se le représenter tant qu'il ne l'a pas acquis. Voilà. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté, mais c'est aussi une entrée essentielle sur cette question de la motivation. Alors, je termine pour laisser la place à Yves, et je n'ai pas regardé ma montre, donc je crains d'avoir explosé le compteur. Où en sommes-nous aujourd'hui sur cette question? Eh bien, on s'accorde, et de tous les côtés dans les mouvements pédagogiques, sur la nécessité de diversifier au maximum les sources de motivation pour aller progressivement de ce qu'on appelle la motivation extrinsèque à la motivation intrinsèque. Alors, c'est des termes qui vous apparaîtront un peu complexes, mais qui sont très simples. La motivation extrinsèque, c'est le fait d'être motivé par la peur d'être puni, par exemple. C'est le fait d'être motivé par l'envie de montrer qu'on est meilleur que son frère, ou que sa sœur, ou qu'on veut briller aux yeux de ses parents. La motivation intrinsèque, c'est celle qui vient du dedans et qui est liée à la nature même de l'apprentissage qu'on va effectuer. Et un des enjeux majeurs, et c'est pour cela que l'apport d'Antoine de la Garandrie est intéressant, un des enjeux majeurs, c'est de passer de l'extérieur à l'intérieur, d'une motivation qui vient du dehors et qui est imposée par d'autres, à une motivation qui vient du dedans, qui est vécue par le sujet de l'intérieur et qui permet au sujet de se projeter vers du nouveau et vers des apprentissages. Et là-dessus, je vais laisser Yves prolonger à travers les apports de la gestion mentale. Merci Philippe. Oui, on va retrouver cet aspect-là, motivation extrinsèque, motivation intrinsèque, non seulement dans la gestion mentale, mais aussi dans la partie sur l'apport de la neuropédagogie, parce qu'on retrouve aussi ces préoccupations qui sont communes à plein d'approches pédagogiques différentes, puisque de toute façon elles sont présentes au cœur du métier. Alors, moi je vais aborder donc dans cette deuxième partie une tradition qui est assez différente en fait, ce qu'a abordé Philippe, même si on est sur des éléments, une vieille tradition en fait. C'est voilà, le fait de chercher les sources de sa motivation en soi. Le fait d'être dans une façon de se représenter en fait la motivation où c'est pas tellement l'extérieur qui va motiver, c'est pas tellement
le fait d'être en situation d'explorer le monde ou d'être motivé par ce qu'on abordait avec l'extrinsèque, mais c'est le fait de mettre à jour des ressources qui sont cachées en nous. Et cet aspect-là, on le retrouve dès l'Antiquité, en fait. On le retrouve chez Platon et même l'héritage de Socrate, l'idée que finalement, ce qui est essentiel pour se motiver, c'est trouver en soi le potentiel, les ressources cachées. On le retrouve, par exemple, dans l'allégorie de la caverne de Platon. Platon utilise un terme qu'il appelle l'éros, pour désigner cette force qui nous pousse vers la lumière, puisque vous savez, dans la caverne, les ombres projetées ne sont que des illusions, et finalement, ce qui va pousser vers la réalité des idées, ça c'est le point de vue platonicien, c'est voilà, cette force qui est en nous et qui va nous pousser vers le haut. Alors on retrouve ça aussi chez Descartes, avec donc l'idée qu'on va avoir une conscience réfléchie en fait, qui va nous pousser à aller toujours plus loin en nous-mêmes pour mettre à jour notre potentiel. Voilà, trouver une motivation qui va nous pousser à nous dépasser. Alors je vais essayer là de vous montrer ce que la gestion mentale a apporté alors je dirais pas en plus, mais la façon dont elle a rendu cette approche plus opérationnelle sur le plan pédagogique. Donc la photo d'Antoine Delagarde, auteur de la gestion mentale, qui est décédé il y a 10 et qui a écrit donc de nombreux ouvrages, et en particulier dans un de ses ouvrages qui s'appelle, le titre de l'ouvrage c'est le dialogue pédagogique avec l'élève. Ses premiers ouvrages, eh bien il prend l'exemple de René qui n'arrive pas à apprendre cette femme bien, de La Fontaine, il n'arrive pas à la restituer en fait avec les mots, etc. Il a parfaitement l'histoire, mais il n'a pas les... Et en fait, la Garandrie, d'abord la Garandrie le questionne sur un certain nombre de tâches qu'il a effectuées, comment il apprend ses leçons, comment il fait pour résoudre un problème, etc., etc. Il se rend compte d'un certain nombre de choses, et en fait, déjà il se rend compte que, donc il mène un dialogue pédagogique, ce qu'on appelle en gestion mentale un dialogue pédagogique, c'est comment il fait dans sa tête, en fait, René, pour se représenter cette femme de La Fontaine qui n'arrive pas à restituer à l'identique. Et bien en fait, René, il voit la scène. Il voit la scène, il le dit d'ailleurs, voilà, il voit un corbeau qui a l'image, il voit le renard qui arrive, qui va le flatter pour essayer de l'attraper. Il est parfaitement capable de redire tout ça, il a parfaitement compris. Mais ce qui lui manque, c'est les mots même de la fin. Et alors la Garandrie, il lui propose deux solutions. Deux pistes possibles. Il lui demande de choisir. Soit à partir de cette scène, tu vas essayer de te redire les mots de la... soit tu vas photographier dans ta tête les mots qui te manquent. Et en fait, René, il n'hésite pas longtemps, il choisit la deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, maître corbeau, en fait, ce qui lui manque, c'est le mot maître. Il a le corbeau, il a l'art, et il lui manque aussi de percher. Et donc, en fait, il va accompagner, la Garandrie accompagne René pour qu'il se donne, donc en photographiant les mots, le premier maître et le dernier mot du vers, donc percher. Et en fait, de cette façon-là, René va parvenir à réciter la fable à l'identique. Et donc ça nous montre bien, vous voyez qu'en fait là, ce qu'essaie de faire la Garandrie, c'est qu'il met à jour des ressources en fait, qui vont permettre à René de se motiver et de ne pas être dans une situation de blocage face à un apprentissage par cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. On a beaucoup d'élèves, moi je suis toujours enseignant en fait, en histoire-géographie parler. Et en fait, on a beaucoup d'élèves comme ça qui bloquent sur tel ou tel apprentissage, le cas de l'apprentissage par cœur. Et en fait, donc là, la Garandrie, en lui proposant un choix, en étant très précis dans son accompagnement, eh bien, va lui permettre de lever et faire en sorte que son estime monte et que sa motivation, du coup, intrinsèque, plaisir ressenti dans l'apprentissage, eh bien, soit restaurée, ou du moins comment. Voilà, donc ça c'était l'exemple de René. Alors, je vais vous donner on va affiner un peu ça en fait, à travers différents exemples. Par exemple, là, donc, je voudrais montrer, c'est que la gestion mentale insiste sur le fait que chacun est unique dans sa relation aux apprentissages. Chaque personne est unique. Et je crois que c'est très important pour éviter les dérives typologiques, justement, de classer, de penser ça. Et vous voyez, là, j'ai pris l'exemple de l'apprentissage d'un mot nouveau. Alors, apprendre un mot nouveau, on peut tout de suite prendre un exemple. Moi, il y a un nicophage, quelqu'un qui se ronge les nicophages à vos moments perdus, c'est possible, je sais pas, moi ça m'est arrivé peut-être parfois. Et en fait, alors, si on réfléchit à, voilà, apprendre ce mot nouveau,
Il y a des passages obligés, incontestablement. La diapo, il faut mémoriser sa prononciation. Il y a une difficulté, puisque la prononciation est différente de l'orthographe. O-N-Y, C-H-O, P-H-A-G. Et puis, il y a évidemment mémoriser sa signification, son sens. Alors, en gestion mentale, on parle souvent du projet POS, POS. Et en fait, ce dont on se rend compte quand on questionne les élèves, c'est que, alors, ils peuvent oublier certains passages obligés. Et ça, c'est un aspect aussi important de la gestion mentale, qui est d'expliciter en fait ces passages. Il y a des élèves qui oublient quand même l'orthographe sur la prononciation et la signification. Donc ils ne se donnent pas les moyens en fait de mémoriser cette orthographe. Mais en même temps, il y a de multiples chemins possibles pour parvenir à ça. Comment peut-on, en évocation, c'est-à-dire dans sa tête, comment est-ce qu'on peut faire pour mémoriser l'orthographe de Nicophage, par exemple. Il y a des tas de façons possibles. On peut les plier, O, N, Y. On peut se faire des remarques sur les difficultés orthographiques, A, O, Nico, écrit CH. On peut s'appuyer sur l'étymologie en comparant à d'autres mots. Donc là, on fait des liens. Il y a plein de possibilités. Et c'est pareil pour la prononciation, et c'est pareil pour le sens. Le sens, on peut se le donner en voyant l'image de quelqu'un en se disant, se donnant la définition mentalement, ah oui, un onicophage, ou encore en temps une impression de rongement. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités de se donner le sens. Et donc, vous voyez là, je crois très important dans ce qu'a apporté Antoine de La Garandrie, c'est à la fois, et ce qui est, je crois, extrêmement important pour la motivation des élèves, et on le verra un peu plus loin, notamment lors des phases délicates de l'apprentissage, c'est à la fois le fait d'expliciter les passages obligés, vraiment ce qu'il faut faire, et puis en même temps, le fait de montrer que finalement, il y a des tas de moyens différents, de parcours différents, de cheminements différents pour atteindre ces passages obligés, pour apprendre à sa façon, tout en respectant les passages. Et ça, c'est, je crois, important. Alors, le problème, c'est quand et Philippe en a parlé dans la première partie, quand on passe à des tâches plus complexes. Là, j'enseigne l'histoire-géographie, je fais ce que j'ai l'habitude de faire, et c'est, par exemple, l'apprentissage de la composition en histoire-géographie. On a une vraie difficulté avec beaucoup d'élèves quand on commence à frotter à ça. Alors, c'est le développement construit en collège, et puis on passe à la composition en lycée. En fait, l'idée, c'est on leur donne un sujet, une question, et puis ils doivent faire tout un devoir rédigé qui alors fait quand même une page, normalement, une conclusion, etc. En fait, les fiches méthodes souvent donnent une description précise du résultat, questionnement, développement, mais rarement ces fiches méthodes donnent des détails sur comment parvenir, comment organiser. Et quand on arrive à une tâche assez complexe ici, moi ce que j'ai remarqué vraiment chez beaucoup d'élèves, lorsqu'on commence à les mettre, vraiment, ils ont beaucoup de mal à comprendre que pour arriver au résultat, il va falloir passer par des étapes successives qui ne sont pas dans le... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui pensent je vais commencer par après, je vais faire le développement, et je vais finir par la... souvent, c'est... Voilà. Et donc, ils pensent que c'est pas la peine de faire des brouillons, puisque de toute façon, on va suivre cette... Alors qu'en réalité, on sait bien que c'est une tâche complexe, les opérations mentales à mener sont successives, il y a toute une temporalité, il est important de passer par des brouillons, etc., etc. Et donc là, les gestes mentaux sont très importants. Alors, moi, j'ai l'habitude de façon là, qui pose des problèmes. Je suis conscient des problèmes et je vais vous les soumettre. Donc en fait, il faut penser qu'on est au début de l'apprentissage. Ils se coltinent donc avec une tâche complexe qu'ils ne connaissent pas vraiment, donc ils ont une vague idée du résultat, ils n'ont pas les moyens en fait pour atteindre cette finalité. Donc l'idée c'est d'expliciter les moyens. Et vous voyez là je parle des gestes mentaux, en fait je les ai traduits en rôle, de manière à rendre les choses plus concrètes. L'attention est attentive, c'est le rôle du photographe. En fait le photographe qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il photographie le sujet pour se le mettre en tête. Alors soit il se le répète, soit il se termine la question. Le découvreur il essaie de le comprendre. Et puis les autres rôles, ça va être tout le travail d'élaboration qu'on peut rattacher aux gestes de réflexion, mais avec des déclinaisons différentes, des visées différentes. Le chercheur d'idées cherchera à rassembler les idées, l'organisateur à construire. Une fois que ces idées sont rassemblées, le rédacteur a donné une forme communicable la plus séduisante possible au devoir, et le correcteur fondamental qui, en fait, place la personne en situation méta pour porter un regard sur ce qui a été fait et corriger éventuellement dans ce processus d'élaboration. Alors le problème quand on fait ça, incontestablement, j'ai remarqué que ça aide beaucoup d'élèves qui n'ont aucune idée de comment ils vont s'y... Par contre, c'est qu'on risque d'imposer un déroulé qui peut ne pas convenir à tout le monde. Et qui peut même, finalement, au lieu d'aider, peut-être désarçonner ou irriter certains élèves qui que c'est cette façon de
donner des états peut-être réductrices. Alors, du coup, la solution qu'on peut trouver, je pense que là, vous voyez, c'est toute cette articulation, en fait, qu'amène la gestion mentale entre eux. Voilà, il faut absolument passer par certaines étapes pour réussir une tâche, mais en même temps, il y a des tas de cheminements possibles. Et donc là, pour une tâche complexe et nouvelle, comme dans ce cas-là, il peut être intéressant, en fait, peut-être, c'est à discuter après, de proposer donc un cheminement. Et puis, à un moment, ce que je propose, c'est de critiquer, en fait, de passer à une phase de critique. Ils ont essayé déjà, ils ont fait un ou deux devoirs, ils ont testé ce que j'ai proposé, et puis là, je l'ai fait, vous voyez, j'ai mis des citations d'élèves. Alors, pourquoi les bulles? En fait, c'est ce que je fais, mais alors ça, c'est un choix personnel, mais je l'assume, c'est le fait que pour chercher des idées, ça peut être bien de les mettre dans des bulles, plutôt que de les mettre de façon linéaire. Parce que les mettre dans des bulles, en fait, ça éclate justement la linéarité, et ça permet de faire plus de liens, et du coup de réorganiser les connaissances pour les adapter. J'ai une manière à faire. Ça marche souvent pas mal. Mais bon, vous voyez pas vous lire les citations d'élèves que j'ai reprises. Il y en a à qui ça convient bien, il y en a à qui ça convient beaucoup moins. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je passe, voilà ce diapo, mais vous voyez que finalement, j'étais dans une phase d'étayage, et je passe dans une phase de désétayage où là, finalement, on revient vers cet appui sur les ressources personnelles de l'élève, et finalement, chacun, à partir du modèle donné, va pouvoir s'en affranchir, plus ou moins. Vous voyez, là, vous en avez un qui reste scolaire. Alors, il a une couleur dans ses... parce que ça lui permet... Chaque couleur correspond à une partie du plan. Ça lui permet de passer de la recherche d'idées au plan. Et puis, on a un autre qui fait de façon libre, voilà. Et donc, finalement, vous voyez, on revient quand même, au fond, qu'est-ce qui fait sens pour les élèves dans la tâche. Donc, chacun peut se l'approprier à sa... Et vous voyez, en bilan à partir de ces exemples, pour terminer cette partie, il me semble que ce qui est intéressant dans ce que la gestion mentale propose, c'est justement, bien sûr, reprendre l'héritage de cette conception introspective de la motivation, mener les élèves à prendre appui sur leurs ressources, à les aider à en prendre conscience d'abord, à les utiliser, mais aussi le fait, vous voyez, d'être conscient à la fois de qu'est-ce qu'il est important de faire pour apprendre, connaître ce qu'est apprendre, connaître ce qui est nécessaire à faire une tâche, et puis comprendre aussi les attentes de l'enseignant, être sur le projet de comprendre ce que l'enseignant a, ce qui est pas toujours le cas. Et donc il y a une articulation, c'est pour ça que je parle de conception interactionniste en fait. Il y a une articulation entre cette tradition introspective et puis cette nécessité de tenir compte des contraintes de la tâche, des obstacles, mais à sa façon, chacun en se l'appropriant à sa façon. Et je rends la parole à Philippe pour une troisième partie. Merci Yves. Alors, d'ailleurs, je vais rester sur ta diapositive. Je ne sais pas si mon micro marche, mais voilà, il va marcher. Je vais rester sur ta diapositive pour rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire. D'abord, vous l'avez tous senti, vu, perçu, il y a un implicite dans ce qu'il a dit quand même. Il y a un implicite qui touche à la question du statut de la motivation. En fait, si on écoute Yves, on comprend très vite qu'on ne peut plus dire d'un élève « il ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé », qu'on doit dire « il n'est pas motivé parce qu'on n'a pas su le faire réussir », ce qui est quand même une inversion absolument fondamentale. C'est une inversion fondamentale. C'est une inversion quasiment phénoménologique au sens où Antoine de La Garandrie employait ce terme. Quand on dit « il ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé », ça veut dire qu'on présuppose qu'il existe avant chez lui une motivation, qu'on n'aurait qu'à laisser cette motivation se développer, que la réussite serait au bout du compte. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. On s'aperçoit, et là, les recherches des psychologues cognitivistes nous le confirment, on s'aperçoit que pour que quelqu'un se mobilise, se motive, il faut qu'il perçoive qu'il peut réussir. Et le plus gros obstacle à la motivation, c'est l'échec. C'est l'échec qui démotive et c'est la réussite qui motive. Et c'est pour ça que le travail de La Garandrie s'appuie sur cette question de la réussite. D'ailleurs, dans son histoire personnelle de La Garandrie, à quoi s'est-il intéressé? Aux élèves qui réussissent, à ceux qu'il appelait les cracks. Hein, et on peut rappeler aussi qu'il a longuement interrogé les élèves de prépa aux grandes écoles. Et lui-même a souffert de surdité très jeune. Oui. Il y a aussi cet aspect-là. Il était très déficit sur le plan. Et lui-même a été confronté en fait à un énorme obstacle à franchir. Comment faire en sorte de réussir face à ce handicap qui en plus était nié sur le plan familial. Et pour lui, ça a été vraiment, je crois, fondateur dans toute sa démarche ultérieure de pédagogie. Alors ça, c'était un implicite dans les propos de Yves qui me paraît important de souligner.
Il y a un deuxième implicite dans les propos d'Yves qui me paraît très important, c'est que la tâche de l'enseignant, c'est pas de décrire le résultat de la tâche que les élèves doivent faire, c'est de s'intéresser à l'opération mentale, c'est-à-dire à ce qui doit se passer dans leur tête. Qu'est-ce qui doit se passer dans leur tête pour qu'ils arrivent à faire ce qu'on leur demande de faire? Et là, au moment où je discutais avec Antoine de La Garandrie, je prenais connaissance par ailleurs des travaux d'un grand psychologue cognitiviste culturaliste, qui s'appelle Jérôme Brunner, qui avait travaillé sur la construction des concepts et qui avait montré que pour définir un concept, alors je sais pas, le romantisme, voilà, le concept c'est le romantisme, eh bien on pouvait donner une définition aux élèves en leur disant le romantisme c'est un courant qui est né à telle époque, qui s'est constitué comme ça, on pouvait leur faire lire des définitions de dictionnaire, tout ça. C'est des manières de leur apprendre ce que c'est que le romantisme. Mais ils apprennent ce que c'est que le romantisme, ils peuvent éventuellement le réciter le jour de l'examen, mais ils n'ont pas construit le concept de romantisme. Ce que montre Brunner, c'est que pour construire le concept de romantisme, il faut procéder de manière inductive, c'est-à-dire il faut donner aux élèves à écouter une symphonie romantique de Berlioz, il faut leur donner à lire la préface d'Hernani de Victor Hugo, il faut leur donner un bout de Ruy Blas, il faut leur montrer un tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, et il faut leur dire qu'est-ce qu'il y a de commun dans tout ça. Et c'est parce qu'ils vont trouver ce qu'il y a de commun dans tout ça qu'ils vont construire le concept de romantisme. Et donc on est dans deux démarches radicalement différentes. La première démarche, c'est une démarche qui consiste à expliquer à partir d'une sorte de définition préalable. Et la deuxième démarche, ça consiste à créer une situation qui va permettre à celui qui apprend de construire, pas seul, hein, il ne le fait pas seul, puisqu'il y a une multitude d'outils qui sont à sa disposition, puis qu'il a les enseignants autour de lui qui vont l'aider à cela, mais ces enseignants qui ne se seront pas demandé qu'est-ce que l'élève doit réciter pour me prouver qu'il sait ce que c'est que le romantisme, mais qu'est-ce que l'élève doit faire dans sa tête pour avoir construit ce concept-là. Et ce que montre Jérôme Brunner, c'est que, en réalité, ce que nous transmettons dans l'immense majorité des cas à l'école, c'est des concepts. Alors j'ai évoqué le concept de romantisme parce que j'étais professeur de lettres, mais le concept de masse en physique, c'est un concept. Et c'est un concept qui est compliqué, le concept de masse en physique, parce que quand on dit masse à l'élève, il pense à quoi? Il pense à ce qui est massif, massu, mastoc, c'est-à-dire tout un tas de choses qui empêchent de comprendre ce que c'est que le concept de masse. Donc je peux parfaitement lui faire réciter une définition du concept de masse, mais si je n'ai pas compris qu'est-ce qui doit se passer dans sa tête pour qu'il comprenne que le poids et la masse, c'est pas tout à fait pareil, etc., et en physique, vous connaissez tout ça, je fonctionne différemment. Et vous voyez que ça, c'est une vraie révolution copernicienne, pour reprendre un terme qui avait été employé dès 1921 par Claparède, quand il dit « ne partons pas d'une explication a priori, mais partons de ce qui doit se passer dans la tête de l'élève et construisons un dispositif et une situation pédagogique à partir de ça. » C'est tout bête, c'est tout simple, mais pour moi c'est évidemment tout à fait fondamental. Alors à partir de là, moi je vais poursuivre, et complètement dans la même veine, en m'interrogeant sur quelque chose, allez, je reviens encore, quelque chose qui était implicite dans le discours encore d'Yves, mais qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'il nous a donné des exemples afférents aux disciplines, c'est-à-dire afférents à des contenus de savoir précis. Alors pourquoi je crois nécessaire d'insister là-dessus? C'est parce qu'il y a eu des déformations, et Antoine de La Garandrie a été un des premiers d'ailleurs à les dénoncer, de la gestion mentale autour de apprendre à apprendre. Il y a même des gens qui vous ont expliqué qu'on pouvait apprendre à apprendre en n'apprenant rien. Ah ben non. On apprend à apprendre en apprenant quelque chose. Autrement dit, la méthodologie à vide, ça ne marche pas. La méthodologie, pour qu'elle marche, il faut qu'elle brasse du matériel. Et donc, on apprend à apprendre en apprenant quelque chose. Et on apprend à apprendre ce quelque chose. Par exemple, il n'est pas du tout évident, on pourra y revenir sur la question de la mémoire, qui est fondamentale, qu'on mémorise de la même manière une carte de géographie, du vocabulaire anglais, un poème de Verlaine, une définition philosophique de la phénoménologie de Hegel. Les objets sur lesquels on travaille ont aussi des formes et des lois avec lesquelles nous sommes en interaction. Et ça a été un des points forts de nombreux échanges que nous avons eus avec La Garandrie. Dans les années 90, c'était la grande vogue de ce qu'on appelait les
les pédagogies de l'éducabilité cognitive. Il y avait là des gens comme Reuven Feuerstein en Israël, il y avait Gabriel Di Lorenzo, il y avait Beerbohm, il y avait les ateliers de raisonnement logique, il y avait des tas de gens qui pensaient que, au fond, on pouvait développer l'intelligence par des jeux de plage améliorés. Bon, vous savez, les jeux de plage, c'est des trucs dans lesquels il n'y a pas vraiment de contenu, c'est des systèmes un peu amusants. Et je me souviens très bien de ce que disait La Garandrie, il était complètement hostile à cette vision des choses, en disant réintroduisez donc les contenus, de quoi vous parlez Et la recherche lui a donné raison, parce que dans ces années-là, et depuis on a confirmé cela à travers de très nombreux travaux, on a montré que si on apprenait à apprendre sur un objet particulier, il n'y avait pas de transférabilité automatique de la méthode sur d'autres objets. Voilà. Il y avait ce qu'on appelle des micro-expertises qui pouvaient être récupérées, mais il n'y avait pas de transférabilité. Apprendre à mémoriser une carte de géographie, à la refaire, ne vous donne pas automatiquement un transfert du côté de l'apprentissage d'un poème de Verlaine. Voilà. Il n'y a rien à voir. C'est deux formes de mémoire qui sont radicalement différentes. Et c'était très important pour La Garandrie d'en parler. Et pour moi aussi, c'est la raison pour laquelle ce que je vais dire est à la fois une autre approche et en même temps dans le prolongement de ce qui a été dit. Quand j'évoque la médiation culturelle. Alors d'abord, un mot. La motivation comme préalable ou la motivation comme objectif. Alors, ça c'est quelque chose de très simple. La pire perversion des systèmes scolaires, c'est de transformer les objectifs en préalable. C'est-à-dire d'écrire sur la porte de la classe, vous savez, Platon écrivait « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». On peut écrire « Nul n'entre ici s'il n'est motivé ». On peut même écrire « Nul n'entre ici s'il n'est motivé »,« Nul n'entre ici s'il ne sait pas apprendre ses leçons »,« Nul n'entre ici s'il n'est pas attentif »,« Nul n'entre ici s'il n'a pas déjà travaillé avec ses parents sur le contenu de ce dont on va parler, etc., etc. » Plus vous mettez de préalable, moins il y a de gens qui entrent, et moins il y a de gens qui entrent, plus ceux qui entrent réussissent, forcément. Et donc la perversion de tous les systèmes éducatifs, et scolaires en particulier, et du système scolaire français, on n'est pas là pour en parler, mais on pourrait en dire un mot, c'est de transformer systématiquement les objectifs en préalables. C'est ce qu'on fait pour recruter les prépas, par exemple, etc. C'est-à-dire, on prend des gens qui savent déjà faire ce qu'on est censé leur enseigner. Comme ça, on est sûr qu'ils vont réussir. Bon. L'objectif devient un préalable. Et c'est particulièrement vrai pour la motivation. C'est particulièrement vrai pour la motivation, et c'est particulièrement contraire, cela, au principe fondamental que nous partagions énormément avec Antoine de La Garandrie, qui est le principe d'éducabilité. Avec l'idée fondatrice de la pédagogie que tout être est éducable et que tout être peut apprendre et grandir. Alors, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est juste? C'est tout simplement indispensable pour exercer un métier dans l'éducation. C'est pas une position qui est vraie en théorie. On ne sait pas si tout le monde est capable d'apprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'apprendre, mais on doit faire comme si tout le monde était capable d'apprendre. Parce qu'on ne saura jamais, à aucun moment, qu'on a épuisé tous les moyens pour l'aider à apprendre. Les moyens sont tellement infinis, ils sont infinis par définition. Tant que je n'ai pas essayé tous les moyens de le faire réussir, je ne sais pas s'il ne peut pas réussir, et je ne sais jamais si j'ai épuisé tous les moyens pour essayer de le faire réussir. Et donc nous sommes au cœur de ce principe d'éducabilité. Ce principe d'éducabilité, il nous fait poser la motivation en objectif et non pas en préalable. C'est-à-dire, je ne dois pas dire rentre dans ma classe si tu es motivé. C'est-à-dire, tu rentres dans ma classe parce que tu n'es pas motivé, mais c'est à moi de te motiver. Et à ce moment-là, on change un tout petit peu la perspective. On change un peu la perspective, et moi-même, et c'est encore vrai là, assez largement aujourd'hui, je suis devenu rétif à l'usage du mot motivation. Parce que ce mot motivation valorise en général une motivation qui est déjà là. L'élève est déjà motivé pour quelque chose. Je vais m'appuyer sur une motivation qui existe. Allez, mes élèves sont intéressés par les dinosaures. Allez, ben, je vais leur parler des dinosaures. On part de ce qui existe avant même l'acte d'enseigner. Alors que la mobilisation, ça me paraît plus dynamique, plus tonique. Mes élèves ne sont pas forcément motivés par, je sais pas, la classification des infinis de Cantor, mais je peux les mobiliser là-dessus, parce que c'est passionnant. Et je ne fais pas de la motivation préalable un préalable à la motivation. Et je crois que nous sommes là au cœur de quelque chose qui est extrêmement important. Parler en termes de mobilisation, moi ça me paraît presque plus porteur, parce que la mobilisation, je peux l'activer
Alors que la motivation, je suppose presque qu'elle doit exister en dehors de moi, que c'est l'autre qui l'a, la motivation. La mobilisation, c'est moi qui mobilise. Et je mobilise l'intelligence, la sensibilité, je mobilise le sujet que représente l'autre. C'est un des points forts de la pensée de La Garandrie que de mobiliser le sujet, que de s'intéresser au sujet, à l'intention, à celui qui va se projeter au-delà de lui-même pour aller vers l'inconnu et apprendre quelque chose. Et cela me renvoie pour moi à un point très important dans mon travail, qui est la distinction entre le désir de savoir et le désir d'apprendre. On dit souvent que tous les enfants veulent apprendre. C'est pas vrai. Les enfants veulent savoir. Ce qui ne veut pas dire apprendre, et la plupart du temps, ils veulent savoir sans apprendre. Parce que apprendre, ça demande des efforts, ça prend du temps, ça gâche du matériel. On préfère savoir sans apprendre, d'autant plus que le progrès technologique tout entier est fait pour nous permettre de savoir sans apprendre. Quand vous achetez un smartphone, vous savez à peu près l'utiliser, mais aucun d'entre vous ne comprend comment ça marche. Il fut un temps, il n'y a pas encore très longtemps, quand vous achetiez un appareil technique quelconque, on vous donnait 300 pages en papier à cigarette mal traduites du japonais, le mode d'emploi. Vous avez observé qu'aujourd'hui on ne vous le donne plus, on vous le met en ligne, mais que, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont le regarder, vous allez le regarder quand ça tombe en panne. Parce qu'il y a des tableaux de remédiation. Si le voyant ne s'allume pas, vérifiez que la prise est branchée. C'est ce genre de tableau qui vous permettent effectivement de réparer quelques pannes. Mais au fond, on n'est pas mu spontanément par le désir d'apprendre. On est mu par le désir de savoir faire, réussir. Piaget disait cela à la fin de sa vie aussi dans un dernier livre qui est probablement un de ses plus remarquables, qui s'intitule « Réussir et comprendre ». Il nous dit ce que les gens veulent, c'est pas comprendre, c'est réussir. Et si pour réussir, ils peuvent se passer de comprendre, parce que comprendre c'est long et compliqué, ils s'en passent bien volontiers. D'ailleurs, vous prenez votre voiture le matin, vous ne comprenez pas du tout comment marche le moteur, c'est pas votre problème. Vous réussissez à la démarrer, c'est très bien. Et donc, ça me paraît important de distinguer le désir de savoir du désir d'apprendre. Et un des enjeux majeurs, ça va être pour l'enseignant de transformer le désir de savoir en désir d'apprendre. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est que le savoir, c'est ce qui me comble, et ce qui, quand cela m'a comblé, m'empêche d'apprendre. Alors que le véritable désir d'apprendre, quand je le satisfais, il ne tue pas le désir d'apprendre, mais il l'entretient. Le désir de savoir, il va s'attraper des choses qui sont des certitudes. Une théorie du complot, ça y est, je l'attrape, je sais qui sont les méchants, qui sont les bons. J'ai un bouc émissaire pour tous les problèmes du monde, c'est parfait. Le populisme, ça me dit ça. Ça me dit voilà le coupable. Vous pouvez vous acharner dessus, il est là. Vous savez, vous n'avez pas besoin de vous poser d'autres questions, vous savez, surtout ne vous posez pas d'autres questions, on vous dit que vous savez. C'est comme ça. Le désir de savoir, on vous le comble. Et quand on vous le comble, on vous casse votre désir d'apprendre. Et vous n'avez plus envie d'apprendre, parce que précisément, on vous a donné un savoir qui ne vous donne pas envie d'aller au-delà. Le désir d'apprendre, c'est ce qui est porteur non pas de complétude, pas ce qui me comble, mais ce qui m'ouvre, ce qui me donne envie d'en savoir plus. Le poète René Char dit du poème qu'il est l'amour demeurait désir, du désir demeurait désir. C'est la différence fondamentale entre la pulsion et le désir. La pulsion, c'est quoi? Soit la pulsion de savoir ou la pulsion sexuelle, c'est pulsion, satisfaction, retour à l'électroencéphalogramme plat. Point barre. Quand la pulsion est satisfaite, on revient à zéro. Le désir, c'est quoi? Le désir, c'est ce qui précisément va ouvrir à d'autres désirs. Heureusement que le désir amoureux ne s'éteint pas avec la satisfaction de la pulsion sexuelle. Heureusement que le désir d'apprendre ne s'éteint pas avec la première satisfaction du savoir auquel on a touché tout de suite. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors à partir de là, quelques mots sur ce que l'anthropologie nous dit sur le rôle de la culture. Et j'emploie le mot culture ici au sens le plus large. La culture, on trouvera ça chez Lévi-Strauss par exemple, peut renvoyer à une aspiration identitaire. Ça peut être, c'est Bourdieu qui a beaucoup travaillé là-dessus dans un ouvrage remarquable qui s'appelle La distinction. La culture, ça peut être tout simplement un objet de distinction. On va à l'opéra, non pas parce qu'on aime l'opéra, on va à l'opéra parce que tous les gens que nous connaissons et avec qui nous nous identifions vont à l'opéra. Point. C'est la culture, on est quelqu'un de cultif. C'est une aspiration identitaire parmi d'autres. La culture peut renvoyer à une distinction hiérarchisante. Là, Bourdieu
Ça a beaucoup appris comment on peut se sentir supérieur des autres parce qu'on a une culture qu'ils n'ont pas, qui n'est pas forcément une culture intellectuelle. Un artisan peut se sentir supérieur parce qu'il a une culture dans tel domaine que les autres n'ont. Mais la culture, en réalité, ça n'est ni l'un ni l'autre. Si on la regarde dans ce qu'elle a de plus fondateur de l'humaine condition, comme disait Montaigne, la culture c'est ce qui relie les questions les plus intimes à ce qu'il y a de plus universel. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les questions les plus intimes? Qu'est-ce que c'est qu'une tragédie grecque? Ça parle de quoi? Ça cause de quoi une tragédie grecque? Ça cause d'un problème que nous avons tous, c'est comment on peut aimer quelqu'un sans le manger. C'est la question du cannibalisme, c'est la question de l'ogre. C'est la question de l'anthropophagie. C'est des questions fondamentales que nul d'entre nous n'a résolues pour lui, heureusement. Sinon, il serait un esprit fort devant l'Éternel. Comment peut-on aimer quelqu'un sans le manger? Et comment peut-on être aimé de quelqu'un sans qu'il nous prive de notre liberté? Cette question-là, heureusement que personne ne l'a résolue. Parce que si quelqu'un l'avait résolue une bonne fois pour toutes, il n'y aurait plus ni cinéma, ni littérature, ni poésie, ni rien du tout. Donc il faut qu'elle reste ouverte, cette question, parce que c'est une question créatrice. Et la culture, ça va être quoi? Ça va être ce qui fait que nos questions les plus intimes, celles même qu'on n'ose pas se poser, ou qu'on n'ose pas poser, on va les retrouver quelque part, répercutées, dites, exprimées, verbalisées par d'autres, dans une forme qui est une forme quasiment parfaite. Elle relie le plus intime à ce que chacun a de plus universel. Pourquoi il faut continuer à raconter le Petit Poucet aux enfants? Parce que bien évidemment, tous les enfants ont peur d'être abandonnés par leurs parents. Et qu'il vaut mieux leur raconter le Petit Poucet plutôt que d'arriver, quand on est la maîtresse de maternelle, tous les jours à 4 heures, en disant « T'as pas peur que ta maman vienne pas te chercher aujourd'hui ?» Ça, c'est de faire de la psychanalyse de bas étage. Si je lui raconte le Petit Poucet, je fais tout à fait autre chose, je lui donne. Je lui fais un cadeau somptueux. Je lui donne à lire un texte qui lui parle de lui sans le violer dans son intimité. Il sait que je lui parle de lui, mais je ne le viole pas dans son intimité. Je ne vais pas aller gratter sur ses problèmes. Je lui parle de lui grâce à un cadeau, qui est un cadeau que la culture lui a fait et que nous nous transmettons de génération en génération. Alors je viens de parler de la culture littéraire, on pourrait dire la même chose pour la culture scientifique, celle qui nous permet de comprendre les phénomènes scientifiques. Si je vais tout droit où j'arrive, j'arrive derrière moi. C'est compliqué à comprendre, mais ça passionne les gamins, ça. Les gamins, ils sont passionnés par tout ce qui va toucher à ces questions anthropologiques. Ils sont passionnés par un certain nombre de choses, tout simplement parce que ça leur renvoie des questions qu'ils se posent. J'étais dans une librairie à Bordeaux hier où il y avait un immense rayon manga. Et il y avait une quantité fantastique d'ados assis par terre qui lisaient des mangas. Alors, je me suis assis à côté de l'un d'eux, je regardais ce qu'il lisait, je discutais un peu avec lui, mais c'est des questions qui sont celles qu'on trouve dans la Théogonie d'Hésiode. Les mangas, c'est un univers post-apocalyptique avec des questions qui sont celles du pouvoir, de la puissance du père qui va castrer le fils, etc. etc. Bon, les mangas leur parlent de ça, leur parlent de sexualité, leur parlent de pouvoir, leur parlent de tout un tas de trucs, leur parlent de questions qui les touchent profondément. Et l'hypothèse que nous sommes quelques-uns à faire, après Jérôme Brunner, bien sûr, qui a été le premier à dire cela d'une manière forte, c'est on va mobiliser les gens parce qu'on va leur parler de ce qui les préoccupe au fond d'eux-mêmes. On va travailler sur des questions qui sont des questions intérieures et intimes, mais on ne va pas leur en parler sur le mode de l'intimité. On va leur en parler sur le mode de ce qui les relie aux autres dans ce qu'ils ont de plus intime. Ça me paraît un élément fondamental, même si l'universel pédagogique, et ça c'est à mes yeux évidemment quelque chose de fondamental aussi, n'est pas ce qui s'impose aux autres. Je ne vais pas imposer la lecture des Misérables en disant vous devez aimer les Misérables. Les Misérables, ça n'est pas un chef-d'œuvre parce que l'Académie française a décrété que c'était un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que des milliers, des centaines de milliers d'enseignants ont réussi à faire partager à leurs élèves l'émotion que pouvait ressentir Cosette quand Jean Valjean lui prend la main. C'est-à-dire que des enseignants ont réussi à faire accéder à ce chef-d'œuvre, ont exposé et non pas imposé le chef-d'œuvre pour que l'autre se retrouve dedans. Pas lui dire je te l'impose pour que tu plies dessous parce que c'est un chef-d'œuvre, tu dois l'aimer, mais je te le propose pour que tu t'y retrouves dedans. Et ça me paraît un élément fondamental pour mobiliser les élèves. Alors, on oppose en général dans la culture les formes de culture qu'on appelle vernaculaire avec les formes de culture savante. Culture vernaculaire, c'est
C'est les mangas, bon d'accord, c'est la télé si vous voulez. Les formes savantes, c'est la culture scolaire dans ce cas-là le plus élevé. Alors la culture vernaculaire, elle peut être un point de départ, elle n'est pas un point d'arrivée. Les formes les plus savantes sont rarement un point de départ, mais elles ne sont pas non plus un point d'arrivée, parce que si elles étaient un point d'arrivée, elles tueraient en quelque sorte le désir de culture. Alors entre la culture vernaculaire et la culture savante, eh bien, motiver quelqu'un, c'est chercher en permanence des médiations. Et Antoine Lagranderie aimait beaucoup aussi ce mot de médiation. Médiation. Médiation entre ce qui l'intéresse et ce qui est dans son intérêt, pour reprendre ce que j'ai dit au tout début. Médiation entre, et c'est compliqué, le manga et la théogonie d'Hésiode. Mais oui, on peut partir de la théogonie d'Hésiode. On peut partir de la théogonie d'Hésiode, mais on peut partir aussi du manga pour aller vers la théogonie d'Hésiode. Parce que à ce moment-là, on sera dans quelque chose où la médiation sera une manière de véhiculer de l'exigence. C'est-à-dire que je vais montrer à l'enfant, à l'élève, à l'adolescent, à l'adulte même, que ce qu'il découvre dans sa culture vernaculaire, ce qu'il y apprécie, c'est quelque chose qui va être encore mieux, encore plus fortement exprimé, encore plus clairement dit et le concernant encore plus clairement que ce qui existe dans sa culture vernaculaire. Ça, c'est formidable. Quand le gamin n'abandonne pas les mangas, mais accède à Hésiode, et qui voit dans Hésiode quelque chose qui lui permet de se comprendre et de comprendre le monde, alors il s'est passé quelque chose, et alors on peut mobiliser les élèves par la culture. Alors, après, une question évidemment, c'est comment articuler la mobilisation par la culture et les objectifs d'apprentissage. Eh bien, c'est une question qui renvoie à une tension fondamentale de l'activité pédagogique, qui est une tension structurante même, entre la finalisation et la formalisation. Il faut finaliser, il faut mobiliser. Mais c'est pas parce qu'on mobilise sur quelque chose qui passionne qu'on a identifié ce qu'on a acquis. On revient à la distinction tâche-objectif. Il va falloir prendre le temps d'identifier, de faire, comme disait Descartes, des synthèses. Il disait à la fin de la 4e règle de la méthode, mais je crois l'avoir oublié, donc c'est la vieillesse qui me gagne, mais se faire des décomptes de ce que l'on a appris, de repérer, je cherche le mot qu'il y a dans le discours de la méthode, mais il m'échappe, excusez-moi, et de repérer ce qu'on peut formaliser dans ce qui nous a finalisé, c'est-à-dire ce qu'on peut identifier, clarifier, comprendre et même stabiliser. Parce que quand on est finalisé, on est entraîné. Mais à un moment, il faut arrêter et dire « ouais, ça y est, j'ai appris quoi ?» Dans la recherche dont je vous parlais tout à l'heure, sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, nous avions proposé aux élèves, c'était des élèves de CM1 et de CM2, d'avoir un carnet d'apprentissage. C'est-à-dire que régulièrement, 1, 2, 3 ou 4 fois par jour, ils écrivaient ce qu'ils avaient appris. Et on le revoyait régulièrement, et c'était en quelque sorte une manière de repérer, stabiliser, intérioriser, formaliser les choses, parce qu'à certains moments, il le faut. On ne peut pas être toujours dans le mouvement de l'apprentissage enthousiaste. Il faut aussi, à certains moments, stabiliser les choses. C'est un point très important dans ce qu'on appelle la pédagogie de projet. C'est super la pédagogie de projet. Moi, je l'ai beaucoup faire une maquette d'une ville romaine avec des élèves de 5e, j'ai adoré ça. Il y avait le prof de techno, le prof de latin, prof d'histoire, moi, le prof de français. On étudiait des textes latins, on faisait la maquette, on coupait du balsa, on faisait des tas de trucs. Ça, c'est super. Mais à un certain moment, il faut s'arrêter. Il faut dire qu'est-ce qu'on a appris. Il faut repérer les choses. Parce que cela permet, dans sa tête, de savoir où on en est. Cette tension entre la finalisation et la formalisation requiert évidemment de la part de l'enseignant, du formateur, la capacité d'observer, de prendre des informations dans le classe, dire là il faut qu'ils s'arrêtent de faire, là. Il faut qu'on sache un petit peu ce qu'ils ont appris. Prendre les décisions au bon moment en déplaçant le curseur. Et tout cela, envoie à ce métabolisme fondamental de l'apprentissage, qui est le processus de subjectivation. C'est Albert Jacquard qui me disait ça. On a beaucoup bourlingué, Albert Jacquard et moi, on a fait de très nombreuses conférences en commun. Et Albert Jacquard prenait toujours cette métaphore tout à fait étonnante. Il disait, voilà, tu vois, là il y a un lapin, là il y a de la luzerne. Et quand le lapin mange la luzerne, qu'est-ce qu'il fait avec la luzerne? Du lapin, n'est-ce pas? Eh bien l'apprentissage c'est pareil. Là il y a le petit John, il fait des maths. Qu'est-ce que fait le petit John avec les maths? Pas des maths qu'on lui demande de restituer le jour du contrôle. Il faut que les maths fassent du petit John. Ça n'a rien à voir
avec le fait de demander la restitution. Alors Jacquard, qui était un peu parfois provocateur, disait c'est comme si on demandait au lapin de régurgiter sa luzerne pour vérifier qu'il a bien absorbé. Hein, ben non, c'est pas si le lapin régurgite sa luzerne pour vérifier qu'il a bien absorbé que ça marche. L'apprentissage est un métabolisme. Et c'est un métabolisme qui constitue ce processus de subjectivation par lequel un sujet se construit en absorbant l'extérieur. Ce que Vygotsky décrit en disant c'est l'interpersonnel qui devient de l'intrapersonnel. Tout sujet est fait de ce qu'il a fait. Moi, je suis fait de mon histoire, de ma génétique, de mes parents, de mon milieu, etc. Mais je peux me faire en dépassant ce qui m'a fait. Ce métabolisme, c'est ce qui permet au sujet de se faire en faisant. En faisant des mathématiques, je me fais. En faisant du français, je me fais. En faisant du yoga, je me fais. En faisant du bricolage, je me fais. Etc. Et ce processus de subjectivation permet de différer, c'est-à-dire d'être différent de sa différence, en incorporant et en assimilant des objets culturels. Dans mon dernier ouvrage, là, sur Dictionnaire inattendu de la pédagogie, j'étudie le mot différence avec un A. Différence avec un A, tel que Jacques Derrida l'a défini. Derrida dit ce qui est intéressant chez un sujet, c'est pas la différence avec un E, parce que la différence avec un E, j'y suis pour rien. Moi, la couleur de mes cheveux, ce que j'ai hérité, mon milieu social, je l'ai pas fait tout ça. Hein. Là, je suis différent des autres, mais j'y suis pour rien de tout ça. Je vais pas. Bon, on va pas. La différence avec un E, on l'accepte, on la considère. Ce qui est intéressant, c'est la différence avec un A. C'est le gérondif du verbe différer, c'est quand je décide de différer, y compris de ma différence. C'est quand je décide d'être, de me projeter en avant, de me dépasser, de me changer, de ne pas être simplement la reproduction de ce qui m'a fait, mais de me faire. Et cela n'est possible qu'en incorporant des objets culturels, ces objets culturels dont je pense qu'ils constituent très fortement un atout énorme pour la mobilisation des sujets. C'est ainsi que se noue dépassement, émancipation bien sûr, dépassement de soi, émancipation de ce qui nous a fait, et imputation, capacité de se dire responsable de ses propres actes. On est dans une philosophie du sujet là, et c'est pour ça que notre dialogue avec Antoine de la Garanterie était toujours très fécond, parce qu'il est aussi dans une philosophie du sujet en permanence. Il est aussi dans une philosophie de la personne. Alors, j'allais dire un personnalisme, mais il n'aurait pas aimé le mot personnalisme, parce que ça renvoie à Emmanuel Mounier, à des gens avec lesquels il avait un certain nombre de désaccords. Mais une phénoménologie au sens propre du mot, c'est-à-dire une philosophie, une théorie de l'apprentissage qui place l'intention de la personne et sa capacité à se dépasser, à se faire en se dépassant, qui fait de cela, évidemment, le cœur de l'acte éducatif. Voilà, et je vais passer maintenant la parole à Yves pour qu'il aille fouiller un petit peu dans la mécanique qui ouvre le capot. Merci bien. Là, je vais vous livrer un préalable quand même, parce que je ne suis absolument pas un spécialiste des neurosciences ni de la neuropédagogie. Ceci étant, en fait, j'ai pendant une dizaine d'années enseigné et aussi été formateur à Paris. Et il était impossible à Paris, dans l'éducation nationale, je suis dans l'éducation nationale, d'animer des formations en gestion. Ce n'était pas reconnu sur un plan académique. Et donc, ça m'a poussé à m'intéresser à la neuropédagogie et à essayer de voir, et je ne vous cache pas que dans les formations que j'ai animées, j'ai pris en charge des formations en neuropédagogie, par exemple sur l'attention, et j'ai essayé d'y glisser la gestion mentale, parce qu'il y a pas mal de ponts à établir. Et donc, cette réflexion, on l'a souvent, vu l'importance qu'a prise aujourd'hui les neurosciences et tout ce qui en découle. C'est vrai que, je sais que j'avais invité Steve Massey il y a quelques années, c'est vrai que ça fait assez longtemps qu'on essaie d'établir des ponts avec les neurosciences, d'essayer de voir comment la gestion mentale peut s'y articuler, même si en même temps, et comme Philippe l'a très bien rappelé, les cadres de référence sont très différents. La gestion mentale s'enracine dans la phénoménologie, une pédagogie du sujet, et effectivement, la mécanique, telle qu'elle est décrite et analysée par neuroscientifiques, peut être complètement en décalage en termes de valeur éducative, de valeur pédagogique. Alors là, je ne vais surtout pas vous décrire en détail ce schéma, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de rappeler que finalement, pour revenir à cette problématique qu'on a déjà abordée
entre motivation extrinsèque et motivation intrinsèque, et bien qu'il y a eu des périodes finalement où, selon les approches qui étaient en vogue, eh bien l'un ou l'autre ont été considérés comme les formes les plus importantes ou les plus nobles de motivation. Il y a eu l'époque du behaviorisme, ou comportementalisme, où c'était la motivation extrinsèque qui était considérée comme absolument centrale, puisque un tel dispositif allait susciter tel comportement, et donc c'était, pour faire très simple, la carotte ou le bâton qui allait donc entraîner la motivation de la personne. Je suis très schématique. Ensuite, avec la vogue de la psychologie cognitive, à partir des années 1970-80, eh bien au contraire, il y a une réhabilitation de la motivation intrinsèque, qui est vraiment considérée comme la forme la plus noble, retirée du plaisir de l'activité, ce qui est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus est considéré par toute cette école-là comme quelque chose qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus profond, beaucoup plus durable que les formes de motivation extrinsèque. Alors quand on lit aujourd'hui des articles de vulgarisation neuroscientifique ou de journalistes qui s'intéressent au sujet, on a parfois l'impression d'un néo-behaviorisme, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça que j'ai mis le circuit de la récompense, là, que vous voyez ici au centre de ce schéma, ce circuit de la récompense qui est en fait alimenté par des neurotransmetteurs, comme en particulier la dopamine, que vous avez indiqué par cette flèche bleue, eh bien c'est l'accent qui est mis là-dessus laisse penser effectivement que ça va être la motivation extrinsèque, le désir d'avoir une récompense, qui va être déterminante donc dans la façon dont l'individu va s'impliquer dans une activité. Alors en fait, ça dépend ce qu'on lit. Ça dépend ce qu'on lit, et c'est vrai que moi je vais surtout m'attacher là aux travaux d'un quelqu'un qui vient des neurosciences, mais qui a beaucoup travaillé avec les enseignants, qui s'appelle Daniel Favre, et qui propose un modèle de la motivation qui est un petit peu plus complexe et qui rejoint largement tout ce qu'on a dit en fait jusqu'à présent sur la motivation. Alors, avant peut-être d'arriver à ça, très, très rapidement, je vais passer rapidement sur cette diapo, mais Philippe, tu as parlé du postulat d'éducabilité. En fait, quand on lit un certain nombre d'auteurs, je pense à Pascal Toscani par exemple, qui a écrit, donc anime le GREN, qui est un centre d'études qui travaille beaucoup avec des enseignants ou d'autres spécialistes des neurosciences. La plasticité cérébrale semble confirmer le postulat d'éducabilité, c'est-à-dire qu'en fait, le cerveau évolue tout au long de la vie, et finalement apprendre sur un plan neuroscientifique, c'est établir de nouvelles connexions neuronales. Comme ça le définissent un certain nombre de neuroscientifiques. Et finalement, cette souplesse, cette capacité d'adaptation du cerveau, les travaux récents montrent que ça dure tout au long de la vie, et que contrairement à ce qui a été pendant un certain temps, même quand on vieillit, on continue à avoir cette possibilité de souplesse, cette capacité à réorganiser nos réseaux neuronaux, et c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que ça confirme bien cette hypothèse du postulat d'éducabilité qui est essentiel, même si évidemment au départ on a un patrimoine génétique, il ne s'agit pas de le nier, mais rien n'est joué au départ. Tout dépend de la façon dont on va réussir justement à apprendre pour justement faire en sorte de réorganiser, enrichir ces connexions neuronales et aller vers plus de stratégies efficaces en fait, et plus de motivation intrinsèque aussi. Alors j'ai mis aussi ces trois systèmes là qui correspondent à ce qui a été développé par Olivier Houdet, parce que je crois qu'ils sont importants en lien avec la motivation. C'est la théorie de l'inhibition cognitive. Olivier Houdet a un laboratoire de recherche sur Paris, à la Sorbonne, en fait. Et vous voyez, il nous propose, il considère que l'apprentissage peut s'effectuer selon trois systèmes différents. Soit un système heuristique, et une pensée automatique, en fait, une pensée qui est très peu coûteuse en énergie, qui est très rapide, et qui donc peut être très intéressante à utiliser quand on maîtrise bien un certain nombre de stratégies et qu'on est confronté à des tâches qui sont connues. Et puis à côté de ça, il y a un système algorithmique qui est une pensée beaucoup plus coûteuse en énergie, beaucoup plus lente aussi, qui mène à
réfléchir de manière beaucoup plus approfondie. Et puis, alors vous voyez, ce qu'il a mis à jour de manière donc plus novatrice, c'est ce système d'inhibition qui est en fait le système qui permet de passer de l'un à l'autre, hein, selon les tâches, hein, selon la façon dont on les analyse. Et du coup, ça veut dire quand même qu'il y a aussi une dimension très importante de l'attention dans cette affaire-là, notamment l'attention aux consignes qui sont énoncées. Eh bien, l'individu soit choisira de basculer dans des heuristiques automatiques et peu coûteuses, soit passera à un traitement algorithmique. Ou vous connaissez peut-être ce petit exercice, hein, pour tester ça, petit problème très simple, vous achetez une baguette et un carambar, le coût total c'est 1,10 €. La différence entre la baguette et le carambar est de 1 €. Quel est le prix de la baguette? Quel est le prix du carambar? Alors si on se laisse aller, on peut dire, c'est évident, c'est 1 € pour la baguette et 10 centimes pour le carambar. Et ça ne marche pas. En fait, si on fait ça, la différence entre les deux, c'est 90 centimes, c'est pas 1 €. En fait, là, vous voyez, c'est là que l'heuristique, il y a un piège. Et le système heuristique, il nous fait bugger. Et donc, en fait, il faut passer à un système algorithmique, hein, pour justement déjouer le piège et dire, finalement, la baguette c'est 1,05 € et le carambar 1 € de différence. C'est un exemple basique. Alors Houdet dit aussi que c'est très intéressant de faire jouer à Jacadi avec les enfants, de manière justement à soit qu'ils se laissent aller à des heuristiques spontanées, soit ils entraînent leur inhibition, hein, pour ne pas faire l'action qui est suggérée. Voilà. Et donc, à partir de ce petit rappel, une petite présentation rapide de l'apport de Daniel Favre, hein, en particulier dans un ouvrage qui a un titre un petit peu méchant pour les enseignants, hein, cessons de démotiver nos élèves, mais qui est passionnant en fait, très très intéressant et très concret aussi dans les pistes qu'il propose, vous trouvez facilement des conférences de Daniel Favre sur internet, et une des premières choses sur laquelle il insiste, c'est l'importance de l'émotion dans les apprentissages, hein, le fait de considérer que l'apprentissage est un processus qui associe émotion et cognition, et que les deux sont présents, et qu'on ne peut pas apprendre en étant totalement dégagé d'émotions ressenties. Et ça, c'est absolument essentiel. Et vous voyez, j'aime bien la citation qui vient de lui, hein, cet objectif qu'il mentionne, sentir ce que l'on pense et penser ce que l'on sent. Ne jamais se couper de ses émotions quand on apprend. En fait. Les prendre en compte. Et justement, les prendre en compte, ça sera la meilleure façon d'aller au-delà des blocages émotionnels que ressentir à tel ou tel moment. Et vous voyez, les deux circuits que j'ai mis en haut, hein, qui renvoient donc au circuit de la récompense, mais en réalité, il y a deux circuits différents, hein, de renforcement. Il y a un circuit positif, donc qui fonctionne grâce à différents neurotransmetteurs. En fait, ce sont des micro-réactions chimiques au niveau neuronal, hein, ce qui se passe dans notre cerveau. Il se passe beaucoup de choses. Donc, le circuit positif est alimenté par la dopamine. Le circuit négatif est alimenté par d'autres neurotransmetteurs, le plus connu étant l'adrénaline. Et donc, ces deux circuits de renforcement, ils vont agir de toute façon tout le temps lorsqu'on est en situation d'apprentissage, et il y aura toujours une dimension émotionnelle dans les apprentissages qui, évidemment, du coup, vont avoir un fort impact sur le plan de la motivation. Alors à partir de là, Favre nous propose une théorie qui est intéressante, qui est assez opérationnelle sur le terrain, où en fait il considère qu'il y a 3 systèmes de motivation en nous. Alors je lis l'histoire à chaque fois par des citations d'élèves, en fait. Il y a un premier système de motivation, vous voyez, c'est le SM1, là, la motivation de C1, ici, là, en jaune. Et vous voyez, à chaque fois, dans chacun de ces systèmes, vous savez, il y a deux systèmes de renforcement, hein, qui jouent. Donc, le premier procure du plaisir, le second de la frustration. Et donc, dans chaque système de motivation, il y a soit du plaisir, je suis content car mon professeur m'a dit que j'ai progressé, ou alors de la frustration, je suis déçu car le professeur ne me donne pas la parole. Alors, ça veut dire que là, vous voyez, le point commun à ces deux expressions-là, c'est qu'en fait, dans les deux cas, c'est une référence extérieure. C'est la référence, bon, ici à l'enseignant, mais ça pourrait être à d'autres acteurs. En tout cas, on est bien sur un système de motivation qui repose sur des renforcements extérieurs. Et ce que dit aussi Favre sur cette motivation de sécurisation, c'est le fait que c'est une motivation qui est très très importante au début de la vie, quand les enfants sont encore petits, pendant tout l'enseignement primaire. C'est le besoin de sécurité, c'est le besoin de tâches répétitives, c'est le besoin d'aller
voilà, de s'affronter à du connu. C'est le besoin de ne pas être abandonné face à des tâches nouvelles ou inconnues sans point d'appui, etc., etc. Et puis à côté de ça, vous avez cette motivation d'innovation, le SM2, donc un système de motivation numéro 2. Alors là aussi, vous voyez, j'ai mis deux expressions d'élèves. Je suis content car je sens que je progresse, ça c'est le plaisir, et je suis déçu car je n'ai pas atteint mon objectif. Alors vous voyez toutes les différences. Là, on est dans une référence interne. Et là, en fait, ça nous ramène à la motivation intrinsèque. Et cette motivation d'innovation, en fait, ce que nous dit Favre, c'est que c'est effectivement le plaisir ou la frustration, d'ailleurs, retirée de l'activité en elle-même, et c'est la volonté d'explorer, d'innover, d'essayer de nouvelles stratégies, de tester de nouveaux moyens, qui est essentiel dans ce système de motivation. Et en fait, ce que dit Favre, c'est qu'au fond, quand on est adulte, on doit être essentiellement sur du SM2. Quelque part, le fait de passer de SM1 à SM2, c'est ce qui se passe au moment de la crise d'adolescence. Dit Favre, c'est qu'une crise d'adolescence réussie, c'est le passage progressif d'un système de motivation de sécurisation à un système de motivation. Alors, ce serait très bien, très simple si c'était comme ça. Mais malheureusement, il y a un troisième système, qui est donc ce que Favre appelle la motivation d'addiction. Et Favre a beaucoup travaillé sur la violence dans les établissements scolaires. Il a beaucoup travaillé avec des élèves très compliqués, très difficiles, très en rébellion contre les apprentissages. Et en fait, il s'est rendu compte que effectivement, il y avait une addiction qui s'était développée. Alors, soit à la violence, soit au refus complet d'apprendre, qui peut être soit plus général, le refus total de la scolarité au sens classique du terme. Et cette motivation d'addiction, en fait, vous voyez, se développe à partir de la motivation de sécurisation quand l'enfant est confronté, en fait, à quelque part, d'une façon ou d'une autre, un rejet de au fait de le laisser donc dans une situation d'insécurité. Et vous voyez, ça mène soit... Alors, je suis nul en maths, vous voyez, c'est des propos définis. Favre parle de pensée dogmatique. Soit c'est je suis nul en maths, dans le sens de la frustration, et là, évidemment, c'est absolument dit quelque part. Alors Favre nous dit, oui aussi, ça procure du plaisir, au fond, parce que ça dispense la personne de tout effort en mathématiques, parce que de toute façon, elle est nulle. Et elle restera nulle toute sa vie. Et même, ça me fait penser à autre chose, j'ai eu ça en réunion de parents d'élèves, de toute façon, on est nul dans la famille en maths, et ça se transmet de père en fils, enfin, de génération en génération. Bon. Là, c'est vrai que c'est difficile de répondre a priori, surtout quand c'est entretenu comme ça dans la sphère familiale. Et puis, à l'inverse, vous pouvez avoir aussi une motivation d'addiction qui est dans un sens positif, mais alors, vous voyez, je suis imbattable pour obtenir des dates. Voilà, je suis plus fort. Et là aussi, on a une pensée dogmatique, définitive. Alors vous voyez qu'il y a une opposition complète entre la motivation d'innovation SM2 et cette motivation d'addiction. Et malheureusement, on a un certain nombre d'élèves qui ne parviennent pas à développer cette motivation d'innovation et qui s'enferment dans une motivation d'addiction qui peut aller donc jusqu'à la violence totale du système scolaire, jusqu'au décrochage. Voilà, sur ces trois systèmes de motivation qui sont extrêmement intéressants et qui du coup, alors, Favre rajoute un élément que je trouve essentiel, et d'ailleurs ça va nous mener peut-être à revenir à ce que j'ai dit sur la composition en histoire géo, parce que finalement ça offre une autre perspective, je trouve, sur cet exemple. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que ces motivations sont mises en jeu de façon différente lors des étapes successives de l'apprentissage. Le petit graphique que vous voyez là nous montre que finalement, quand on apprend quelque chose de nous, déjà, on n'est pas conscient, on ne sait pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas que je ne sais pas. C'est ce que je vous ai dit, vous savez, sur la composition. On dit, l'élève, il sait pas du tout... En fait, il n'a pas conscience de ses difficultés parce que il ne connaît pas la... et donc là, il y a une avance. Et puis, le problème est rencontré, la tâche apparaît dans toute sa nouveauté, et là, l'élève, on ne sait pas. Il sait, je sais que je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, qu'on est dans une frustration de vulnérabilité, et c'est là qu'il faut sécuriser au maximum. Et c'est, vous voyez, c'est toute la question, mais finalement, c'est là que j'ai eu l'idée, moi, de mon côté, ce que je fais avec mes élèves au quotidien, d'étayer par ce modèle des rôles successifs, par ce souci de sécurisation, en fait, même si je ne connaissais pas Favre. Après, vous voyez, il y a une évolution, peu à peu, l'élève parvient à acquérir ses modèles. Il en vient à la troisième phase, je sais et je sais que je sais. Donc il y a la conscience, en fait, d'être en capacité de faire face à cette tâche, la conscience de maîtriser un certain nombre de stratégies, le fait
d'être parvenu peu à peu à faire en sorte qu'il intériorise un outillage externe au départ. Et là, on arrive à un renforcement de l'estime de soi et à un renforcement du coup du système de motivation, d'innovation. Voilà. Et donc, finalement, ce qui est très intéressant, vous voyez, le fait de confronter ce modèle, ces 3 systèmes de motivation aux étapes, eh bien, c'est qu'on se rend compte que il n'y a pas d'opposition entre le SM1 et SM2 en fait, il y a une complémentarité et qu'à certains moments de l'apprentissage, lorsque les tâches sont nouvelles, il est important que l'élève s'appuie sur un système de motivation sécurisé et que peu à peu ça le mène à renforcer sa motivation d'innovation. C'est-à-dire au fond sa motivation intrinsèque, on revient assez largement. Alors Favre nous propose des différentes pistes de base, je les ai un peu dites, je vais passer assez rapidement. Accompagner la première phase dans l'élève à prendre conscience de ses émotions, ça c'est un aspect intéressant aussi, je le diapo précédent, l'importance qu'il accorde aux émotions dans l'apprentissage. Donc l'idée, voilà, de mener les élèves à parler de ce qu'ils ressentent face à une tâche, qui est notamment une tâche. Ensuite, en 2, faire reconnaître à l'élève la satisfaction qu'il ressent quand il a réussi. Alors là, c'est pareil, mais c'est lors de la phase suivante, le mettre en situation, oui, d'exprimer ce sentiment de satisfaction et du coup de se rendre tout le chemin qu'il a parcouru. Et puis en 3, alors ça, oui, ça nous interpelle en tant qu'enseignant. Éviter de trop placer l'élève en référence externe, car l'important est qu'il continue à éprouver le plaisir d'apprendre. En clair, mais arrêtez de les évaluer tout le temps. Arrêtez de les évaluer tout le temps. C'est une façon, en fait, de les placer systématiquement en référence externe et du coup de les gêner dans leur progression vers la motivation. C'est à méditer. J'ai découvert ça aussi, je me suis posé quelques questions. Voilà, ça ramène à la question de l'évaluation, qui est quand même pas une mince pour nous autres enseignants. Voilà, et du coup, des pistes alors qui sont intéressantes parce qu'elles rejoignent la gestion mentale. Il parle d'une pédagogie pour les lobes frontaux en fait. Les lobes frontaux, c'est justement là que se développe le système d'inhibition. On a parlé avec VOD, et donc c'est la cabine de pilotage en fait. Et donc aider le pilote sujet à s'installer dans la cabine de pilotage, c'est d'abord l'aider à ne pas se couper de ses émotions. C'est d'abord ça pour Favre. Ensuite, c'est lui donner l'occasion de faire son écran intérieur, son cinéma intérieur. Je pense à un bouquin récent de Nakache sur le cinéma intérieur qui fait aussi une recherche intéressante qui rejoint complètement ce qu'on peut dire en gestion mentale sur les évocations. Et là, par exemple, ce qu'il prend comme exemple, c'est l'idée, la lecture d'un texte, lire le texte à l'élève et lui demander de se représenter mentalement la scène, en faire une image, se la raconte, etc. Et ça, c'est quelque chose ce qu'on essaie. Enfin, muscler l'attention. La question de l'attention est centrale, plus que jamais aujourd'hui. Ça renvoie aux travaux de Jean-Philippe Lachaud, c'est peut-être une petite bulle de l'attention. Ça, c'est l'exemple même d'un neuroscientifique qui a franchi le pas et qui est devenu neuropédagogue. Et c'est vrai, là, vous voyez, c'est aussi relevé par Daniel Favre. Muscler l'attention, c'est fondamental pour que les élèves deviennent plus endurants. Ça veut dire qu'il nous dit qu'il faut faire des exercices spécifiques d'attention en classe. Ça veut dire, et ça rejoint ce qu'on peut dire en gestion mentale, ce que dit Lachaud aussi, vous savez, la poutre de la faire en sorte que l'élève reste en équilibre en évitant les distractions. Voilà, et donc en bilan très simple, j'ai repris une clé parce que en fait le bouquin de Favre, il est conçu en clé pour aider les élèves à apprendre. Il en propose 20. Et la dernière de conclusion, c'est avant tout sécuriser l'apprentissage pour faire en sorte que l'élève ne bascule pas en motivation d'addiction, parce que c'est ça qu'il faut absolument éviter, parce qu'après c'est difficile à récupérer. Et puis, ensuite accompagner vers la motivation d'innovation, c'est-à-dire cette motivation qui est celle du plaisir donc ressenti dans les apprentissages, en ne se coupant jamais. Oui, on s'achemine doucement vers la fin et vers une conclusion à 2 voix. En forme de ping-pong. En forme de ping-pong. Alors, peut-être avant quelques rebonds, puisqu'on s'était dit qu'on s'autorisait des rebonds, entre guillemets, l'un sur l'autre. D'abord pour dire, en toute simplicité à Yves, que moi, le mot de neuropédagogie me gêne. Neuropédagogie, comme me gênait le mot de psychopédagogie. Parce que le mot de neuropédagogie laisserait entendre que les neurosciences peuvent dicter une pédagogie. Alors que pour moi, dans toute pédagogie, il y a aussi des finalités, et que ces finalités ne sont jamais dictées par les sciences. Elles sont dictées par une réflexion autour des valeurs, et qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la réflexion sur les valeurs. Alors, sur les neurosciences, je suis content que tu aies évoqué Daniel Favre, parce qu'il y a aussi Michel Favre, mais c'est pas les mêmes, dont j'estime beaucoup le travail, mais qui ne se définit pas, je crois, comme un neuroscientifique. Il se définit vraiment comme un pédagogue. Il l'était au départ. Il l'était au départ. Il vient des neurosciences, ouais. Mais c'est vrai qu'il a basculé sur le terrain, en fait, en travaillant beaucoup avec des enseignants. Voilà, alors le neuroscientifique aujourd'hui qui fait référence, outre Olivier Houdet, mais encore plus qu'Olivier Houdet, c'est évidemment Stanislas Dehaene. Et là, quand même,
pour nous pédagogues, et pour nous pédagogues qui sommes sensibles aux apports à la fois de l'éducation nouvelle, de la gestion mentale, de la phénoménologie, ça me paraît un peu problématique. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre avec Stanislas Dehaene, et mon sentiment, c'est qu'il réduit le monde et l'élève à ce qu'il en voit, à travers l'imagerie cérébrale. Par exemple, au cours du débat que nous avons eu avec Stanislas Dehaene, à un moment, j'ai évoqué une question que je considère comme importante, c'est le différentiel fille-garçon dans le système scolaire. Vous savez que ce différentiel est majeur. Aujourd'hui, une fille cancre est aussi rare qu'un garçon brillant, c'est-à-dire les deux sont à peu près inexistants. Les filles sont infiniment meilleures que les garçons, mais en même temps, elles sont moins bien orientées, etc. Donc j'ai essayé d'expliquer pourquoi il y avait ça. Et à ce moment-là, il m'arrête, il me dit « Mais de toute façon, je ne peux pas vous laisser dire des choses pareilles, les filles et les garçons ont le même cerveau. » Évidemment, ils ont le même cerveau. Le cerveau est identique, mais c'est pas parce que les filles et les garçons ont le même cerveau qu'elles reçoivent et ils reçoivent la même éducation, qu'ils sont soumis aux mêmes stimuli, qu'ils sont embarqués dans les mêmes histoires, qu'ils ont le même passé, etc. Et donc on ne peut pas réduire le monde à la mécanique cérébrale, on ne peut pas réduire le monde à ce que l'on voit à travers l'IRM sans tenir compte de l'histoire du sujet dans sa complexité. C'est cela qui me gêne un peu dans les neurosciences, c'est qu'elles font ce que j'appelle de la métaphysique avec de la méthodologie. Piaget faisait un peu ça, mais Piaget en était conscient. Piaget disait « Moi je cherche le sujet épistémique ». Le sujet épistémique, c'est l'enfant indépendamment de tous les facteurs affectifs et sociaux. L'enfant indépendamment de tous les facteurs affectifs et sociaux. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des catégories logiques. Sauf que Piaget disait très justement, le sujet épistémique, vous en rencontrerez jamais. Moi je le cherche en tant que scientifique, un peu comme Kant cherchait ce qu'était le sujet transcendantal et les catégories de la connaissance, mais Piaget est parfaitement conscient que ça n'existe pas. Le sujet, il est logique, mais il a aussi une histoire, il a des affects, il a une intention et un projet. Et ce que je trouve dommage dans les neurosciences, c'est que trop souvent, elles s'érigent de manière hégémonique, en négligeant ou en abolissant même toutes les autres approches, que ce soit les approches sociologiques, voire les approches différentialistes. Alors, je me permettrai juste de... Vas-y. Je n'ai pas mentionné Stanislas Dehaene. Oui, j'ai bien vu. Mais alors, je ne mettrai pas tous les neuroscientifiques dans le même sac. Non, mais bien sûr. Je pense qu'on... Voilà. Mais autant... c'est celui qui fait autorité aujourd'hui, il est président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et à la suite du débat avec Stanislas Dehaene, que nous avions eu dans un forum organisé par le journal Le Monde, nous étions allés avec ma compagne discuter avec lui. Et il se trouve que ma compagne avait travaillé avec la Garandrie et lui évoque le fait qu'on a beau tous avoir le même cerveau, on n'a pas tous les mêmes évocations. On n'évoque pas de la même manière. Le mot évocation est un mot très important pour la Garandrie. Quand on se mémorise les choses, quand on les... un poème, une histoire, un mode d'emploi, on l'évoque d'une manière particulière, spécifique, et ces évocations, on va les remettre en mémoire pour que l'enfant les mobilise et les utilise. Et il répond avec une fermeté absolument absolue, moi je crois que puisque nous avons tous le même cerveau, nous avons tous les mêmes évocations, et je suis prêt à vous le montrer dans mon laboratoire. Donc il y a quand même chez les neuroscientifiques souvent cette dénégation de cette singularité du sujet. Moi je crois, et c'était un point sur lequel avec Antoine nous avions beaucoup travaillé, qu'il y a chez tout sujet ce que nous appelions des invariants structurels et des variables sujets. Les invariants structurels existent, il y a des invariants structurels, entre autres au niveau du sujet épistémique piagétien ou des catégories kantiennes, mais il y a des variables sujets, et on ne peut pas abolir les uns ou les autres aussi facilement. Et puis je trouve que les neurosciences sont assez bonnes sur le comment, mais elles ne sont pas très bonnes sur le pourquoi. Parce que, par exemple, sur la question de la mémoire, les neurosciences nous disent des choses extrêmement précises sur comment mémoriser, la mémoire à court terme, à long terme, l'histoire du chemin dans la forêt. Vous savez, une des grandes métaphores utilisées par les neurosciences, c'est si vous empruntez un chemin dans la forêt, si vous créez un chemin dans la forêt et que vous ne l'empruntez plus, eh bien, il va se remplir de broussailles et puis il n'existera plus. Et on vous dit, le cerveau, c'est pareil. Si vous effectuez un certain nombre d'opérations ou et que... C'est une connexion neuronale. Voilà, pas la répétition. Voilà, alors c'est... Le fait de développer toujours les mêmes stratégies, ça mène à des autoroutes neuronales. Voilà, des autoroutes neuronales. Donc tout ça, ça me paraît intéressant.
Sauf que, quand vous savez ça, ça ne vous dit rien sur ce qu'il faut faire mémoriser aux élèves. Parce qu'il faut leur faire mémoriser des listes de vocabulaire, des poèmes de Verlaine, des sourates du Coran, des cartes de géographie, voilà, ça ne vous dit rien. Il est muet là-dessus, le neuroscientifique ici. Il laisse la place à celui qui réfléchit, au pédagogue, et ça ne vous dit rien sur... ah ben oui, pour faire mémoriser un poème de Verlaine, pour le gamin qui n'aime pas Verlaine, vous faites comment? Autrement dit, sur le comment, ils sont assez bons, les neuroscientifiques. Ils nous donnent des conseils qui sont souvent assez pertinents. Il y en a même qui sont ébouriffants. Moi, je lisais récemment un neuroscientifique qui explique que si les élèves sont excités, il faut ouvrir la fenêtre parce que ça fait rentrer de l'air frais. Donc ça, moi, je pense que c'est des conseils dont il faut évidemment tenir compte, mais... sur le pourquoi, on ils sent sont... on sent que Philippe est un peu critique. Non, pas du tout. Je suis tout à fait favorable à ouvrir la porte. On a froid, là. À ouvrir la fenêtre. Et puis, le dernier point sur lequel je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que ça, c'est fondamental. Et je crois que la première rencontre avec Antoine Lagarandrie, quand j'étais responsable d'un collège à Lyon, que nous l'avions invité tout de suite après la publication des profils pédagogiques, son premier livre grand public, entre guillemets, il avait publié un autre avant, très beau, sur la pédagogie de l'entraide d'ailleurs, mais quand nous l'avions, qu'il avait parlé, et on n'en a pas parlé du tout ce soir d'ailleurs, c'est assez significatif, des profils auditifs, visuels, etc. La première chose la première objection qui était venue du côté des enseignants qui étaient là, mais vous croyez qu'il y a des prédispositions qui enferment les gens d'une manière définitive dans une hypothétique nature. Et Lagarandrie avait été très clair en disant c'est pas possible. Et il avait clairement dit, ce que nous sommes nombreux à dire et à reprendre aujourd'hui, il y a des prédispositions. Mais les prédispositions ne sont pas des prédestinations. Il y a des prédispositions au diabète, à l'AVC, et à des tas de trucs. Ça ne sont pas des prédestinations. L'environnement peut jouer, la manière de travailler avec les personnes peut jouer. Alors il y a des prédispositions très lourdes parfois, très très lourdes. Mais notre travail de pédagogue, c'est pas de constater des prédispositions et de les transformer en prédestination, c'est de chercher comment quelqu'un peut échapper à des prédispositions négatives. C'est ça notre travail. Et ça me paraît extrêmement important, et c'est la raison pour laquelle je voulais l'évoquer, parce que ça va être, je ne vais plus avoir à le dire dans la diapositive de conclusion que nous avions préparée. Voilà. Pourquoi? Parce que nous allons conclure sur cette question de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire au fond, il faut beaucoup de chemin pour que tout le monde arrive en haut de la montagne. C'est tout simplement ça. Et il y a deux conceptions de la pédagogie différenciée. Il y en a une qui, j'appelle la conception du diagnostic a priori, qui consiste à catégoriser. Il y a les auditifs, il y a les visuels. Il y a les ceci, il y a les cela, il y a les autres choses. Et ça remonte à très loin, ça. Ceux qui parmi vous sont assez âgés comme moi se souviennent peut-être de la typologie de Leucène. Vous savez, les primaires, les secondaires, les affectifs, etc. Bon, on adore ces trucs-là. On adore être dans une catégorie. Vous remplissez des grilles et puis vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes autre chose. On adore ça. Il y a une espèce de fascination pour les typologies caractérologiques. Alors il y en a même qui pensent que ces typologies caractérologiques peuvent renvoyer à des prédestinations astrologiques. Selon que vous êtes né sous le signe de Mercure du Taureau, vous êtes le plus sensible aux mathématiques, et encore à tel type de mathématiques, les mathématiques affines, etc., etc. Et je pense qu'il faut se garder de cela en pédagogie. Il faut se garder de l'enfermement. On a besoin d'un diagnostic parfois, mais il ne faut pas enfermer quelqu'un dans ce diagnostic, parce que l'enfermement dans le diagnostic, je n'ai pas le temps de le développer complètement, aboutit toujours à une forme d'assignation à résidence. C'était l'expression même d'Antoine, c'est le blocage de toute inventivité heuristique, de toute inventivité pédagogique. Vous êtes bloqué. Alors, on va aller vite parce que je passe, puisqu'il nous faut avancer, et je te donne la parole, Yves, pour le deuxième point de cette conclusion à deux voix. Oui, donc,
pour rebondir sur ce que je viens de dire, c'est vrai que là, sur cette question effectivement de la différenciation, de la façon de mener le plus possible d'élèves en haut de la montagne, parce que la gestion mentale me paraît apporter d'important, c'est, vous voyez, d'abord de faire s'exprimer chacun sur qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Tu as rappelé l'importance pour la Garandrie de la notion d'évocation. Alors les neuroscientifiques parlent d'imagerie mentale, hein, mais ils en parlent assez peu en fait. Ils ne mettent pas tout à fait la même chose que ce que mettait la Garandrie derrière l'évocation. Je suis d'accord, c'est pas exactement pareil. Mais vous voyez là, même quand on est dans le cadre d'une classe, parce qu'on pourrait répondre, oui, en individuel, ok, on peut faire un dialogue pédagogique avec l'élève, etc. Quand on est face à 30 élèves, c'est un petit peu différent, bien sûr, mais au minimum, on peut soumettre des exemples de fonctionnement. C'est-à-dire dire, ah bah oui, je reprends l'exemple de René, René n'arrivait pas à apprendre de récitation par cœur, eh bien, il s'est donné l'image de la scène, et à partir de là, il a photographié les mots qui lui manquaient, et ça lui a permis, voilà. Ou alors, on aurait un autre exemple, on a un élève qui, lui, il est parti de son récit intérieur, et puis finalement, il a réussi à le modifier pour retrouver les mots exacts de la fable. Ben voilà. Proposer des exemples, hein, ça peut être quelque chose de très très, je crois, stimulant pour les élèves et leur montrer que ils ont des cheminements différents qu'ils peuvent parcourir. Voilà. Et justement, alors j'insiste aussi sur la question de l'empathie. La question de l'empathie, elle me semble centrale. J'ai une classe de 6e. Hein. C'est compliqué l'empathie en 6e. Hein. C'est très compliqué de prendre un peu de distance par rapport à soi-même, par rapport à ses impulsions, hein, ses inclinations spontanées, et c'est très compliqué d'écouter l'autre. Mais c'est vrai que je dois dire que c'est aussi en 6e, même si l'impact du contexte épidémique, il n'empêche que c'est en 6e que j'ai eu les échanges les plus intéressants sur comment chacun fait dans sa tête. Parce que là, il y a une spontanéité chez les élèves qu'on a plus de mal à retrouver quand ils grandissent. Il y a la question du rapport aux autres, il y a la question de l'entrée dans l'adolescence. Et c'est vrai que l'écoute de l'autre, l'écoute de ce qu'il dit sur ce qu'il a fait pour faire n'importe quelle tâche, hein, ça peut être mémoriser des pays en géographie par exemple, eh bien c'est quelque chose de vraiment fondamental, mais surtout pas pour aboutir à une typologie, hein, mais pour faire prendre conscience à chacun qu'il peut enrichir son fonctionnement. En fait. Enrichir son fonctionnement par l'écoute. Ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. On continue, Philippe ? Oui, pédagogie différenciée. Alors, c'est une banalité, prendre l'élève là où il est, mais ne pas le laisser là où il est. C'est d'ailleurs une phrase de Maria Montessori. Prendre l'élève là où il est, parce qu'on ne peut pas le prendre ailleurs. Hein. Mais ne pas le laisser là où il est, c'est-à-dire l'accompagner, l'aider à progresser. Et là, il y a quelque chose qui, pour moi, est fondamental, c'est ce que j'appelle l'intériorisation de l'exigence. L'école, elle apprend quoi? Elle apprend des programmes scolaires qu'on oublie, mais elle apprend surtout à être exigeant avec soi-même. Exigence de précision, de justesse, de vérité. L'exigence, on l'apprend en mathématiques, on l'apprend en français, on l'apprend en anglais, on l'apprend en éducation physique, hein, l'exigence dans la précision du geste, on l'apprend partout. Sauf que si vous êtes exigeant avec vous-même, que s'il y a quelqu'un derrière vous pour vous dire « c'est pas bien, fais pas comme ça », eh bien quand la personne disparaît, vous n'êtes plus exigeant avec vous-même et l'école a raté sa tâche. A raté complètement. L'objectif, c'est que l'élève intériorise l'exigence, c'est qu'il accepte cette idée qu'il doit être exigeant de plus en plus avec lui-même. Rien n'est plus contraire à ça que le fait, par exemple, qu'il bâcle son devoir, on met 4 sur 20, on le lui rend, puis on s'arrête là. Ça, c'est pas de l'exigence, il n'intériorisera jamais l'exigence comme ça. C'est pour ça que moi, je propose systématiquement, non pas le moteur à 2 temps, mais la correction à 2 temps. Hein, il bâcle son devoir, on lui met 4, mais on lui donne 3 conseils, et tu le refais, jusqu'à ce que tu en sois fier, et moi aussi. Et jusqu'à ce que tu aies compris qu'est-ce que c'était qu'être exigeant avec soi-même. L'interpellation réciproque, demander aux copains d'interpeller quelqu'un, et la Garandrie insistait là-dessus, parce qu'on voit la paille qui est dans l'œil du voisin, on ne voit pas la poutre qui est dans le sien. La pédagogie du chef-d'œuvre, aller jusqu'au bout de quelque chose. Hein, c'est ce que j'avais essayé de faire en 98 en mettant en place les TPE dans les lycées, c'est que des élèves construisent quelque chose et aillent jusqu'au bout d'un beau dossier, un chef-d'œuvre dont ils soient fiers. Et puis, ce que j'appelle la classe puzzle, c'est aller vers une classe dans laquelle chacun va apporter quelque chose à un ensemble dont on voudrait et dont on souhaite qu'il soit le plus exigeant possible, et où la réussite de chacun contribue à la réussite de tous, et la réussite de tous contribue à celle de chacun. Voilà, c'est un des enjeux pour moi de la pédagogie différenciée.
Alors prendre l'élève là où pour le mener à enrichir, vous voyez, ses habitudes mentales en fait, à transférer, à enrichir. Alors là, je voudrais prendre un exemple que j'ai eu vraiment avec un élève. Et je ne sais pas si d'ailleurs tu seras d'accord avec ce que je vais dire, parce que s'il y a un aspect, je pense que tu seras d'accord, on n'apprend pas seulement à l'école. Ah bah oui, on n'apprend ça, pas oui. seulement à l'école. Et un des intérêts justement de ce qu'on peut faire en matière d'accompagnement au transfert en gestion mentale, c'est prendre appui sur du hors scolaire. J'ai un exemple qui a été frappant. Un élève était passionné, enfin est passionné toujours de football, c'est banal, hein, garçon, et très bon au foot. Il se donnait à chaque match en fait, il avait la capacité de se donner une image globale du terrain avec la position des joueurs. Il était capable à partir de là d'anticiper sur les bonnes passes à faire à ses camarades. Enfin, voilà, c'était un excellent joueur, non pas pour marquer des buts, mais pour favoriser au mieux son équipe et voilà, donner la bonne passe à l'attaquant. Et en fait, après je le questionne, tâche où il est en difficulté, mais il voit rien dans sa tête, rien. En fait, il se répète les formules, il se répète les résolutions, il se donne pas, il voit pas les angles, il voit pas les coordonnées, les axes, etc. Et là, vous voyez, c'est assez rare d'avoir des exemples aussi caricaturaux, du fait que les points d'appui spontanés qu'il a, il les investit pas dans le domaine scolaire. Il pourrait très bien se donner, il l'a fait d'ailleurs après. Là, c'est pas très compliqué la remédiation. C'est vrai que là, on lui dit, est-ce que tu fais pour le foot, mais fais-le en géométrie. Donne-toi les images, triangles, des formes géométriques. Tu peux même les faire bouger. Tu peux passer d'un triangle rectangle à un triangle isocèle sans problème. Tu es capable de faire ça. Et effectivement, on l'a fait en évocation dirigée. Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez étonnant en gestion mentale quand on a de tels décalages entre la richesse du fonctionnement hors scolaire et la pauvreté du fonctionnement face à certaines disciplines. Alors pas toutes, mais là, c'était assez frappant. Et par ailleurs, vous voyez, je rebondis un petit peu sur ce que j'ai dit juste avant, mais l'appui sur les apports des pairs, c'est-à-dire les autres élèves de la classe, c'est ça qui va permettre l'enrichissement. Et c'est beaucoup plus difficile en individuel finalement. Le collectif de la classe est source d'enrichissement pour chacun des élèves. Et ça, c'est extraordinaire, à condition qu'ils s'écoutent, et qu'on crée les conditions pour qu'ils s'écoutent, et qu'ils soient capables de prendre de la distance par rapport à eux-mêmes. Mais quand ça marche, c'est extraordinaire. Oui, moi j'ai envie de rebondir sur cette affaire de l'apport des pairs, parce que ça a été d'abord un de mes objets de travail privilégiés en matière pédagogique, et puis ensuite en tant que praticien aussi. Moi quand j'étais instituteur très inspiré par Célestin Freinet, je pratiquais le texte libre. Mes élèves, je faisais un petit quoi de neuf le matin, ils me racontaient ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient fait, puis je leur suggérais d'écrire quelque chose. Quand un élève avait écrit quelque chose, et que je lui avais demandé de le revoir, de le retravailler un peu, je lui disais, maintenant tu vas écrire ça au tableau. Alors on n'avait pas de TBI à l'époque, c'était encore un tableau noir avec de la craie. Il venait écrire au tableau noir son texte, il passait parfois une demi-heure à l'écrire correctement. Puis ensuite, il venait à côté de moi, et je me tournais vers l'ensemble de la classe, et je disais à la classe, maintenant, vous allez l'aider à mettre au point son texte. C'est ce qu'on appelle dans la pédagogie Freinet la mise au point. C'est-à-dire, vous allez lui faire des suggestions. Alors on lui dit, oui, là, il y a une virgule qui ne va pas, là, il y a une faute d'orthographe, etc. Et surtout, moi, je disais aux jeunes qui étaient à côté de moi, à l'élève qui était à côté de moi, attention, tu ne prends pas pour argent comptant ce qu'on te dit. C'est toi l'auteur du texte. Donc tu vas écouter ce qu'on te dit et tu vas modifier ton texte si ce qu'on te dit va dans le sens de ce que tu as voulu écrire et si ça améliore ce que tu as voulu écrire. Autrement dit, tu vas examiner ce que te dit l'autre à la lumière de ce que toi tu veux dire pour améliorer ton texte. C'est là où l'apport des autres est important et où les suggestions des autres, il ne faut pas que ce soit des exigences, des impositions, mais qu'elles soient des moyens de créer de la réflexion, de susciter de la réflexion chez celui qui reste l'auteur et qui va intérioriser progressivement les objections et les questions des autres. Vous savez, c'est le grand pédagogue Henri Vallon, psychologue et pédagogue, qui disait « L'intelligence, c'est la socialité intériorisée ». C'est d'intérioriser les objections des autres, d'intérioriser les problèmes que les autres peuvent soulever avant même parfois qu'ils les soulèvent. C'est d'intérioriser l'objection pour pouvoir la corriger et s'améliorer et progresser. Et ça me renvoie tout de suite sur la diapositive suivante, que je vais d'ailleurs
sur laquelle je vais d'ailleurs aller très rapidement. Oui, loin de la logique de l'adaptation, et ça, Antoine de La Garandrie était très ferme, hein, il disait... Pas question de faire que du visuel à des gens dont on dirait que ce sont des visuels, ou de faire que de l'auditif à des gens dont on dirait que c'est de l'auditif. Il faut faire découvrir aux gens autre chose que ce qu'ils savent faire spontanément. Donc c'est la logique de la découverte qui doit toujours l'emporter sur la logique de l'adaptation mécanique à ce qui est déjà présent. Voilà. On passe à la suite parce que j'ai déjà été trop long. Oui, voilà, j'ai voulu reprendre cette citation d'Antoine de La Garandrie. Hein. Tu as quelque chose à montrer, tu as une intelligence du monde, une sensibilité de la vie que tu es le seul à posséder. Je crois que c'est... J'aime bien cette citation d'abord parce qu'elle est simple. Et elle montre bien que... j'ai repris aussi l'expression pouvoir-être. C'est-à-dire qu'en fait, pour revenir à cette conception introspective de la motivation, eh bien, elle mène à révéler notre pouvoir-être, c'est-à-dire notre pouvoir d'action sur le monde, et notre pouvoir d'apprendre en y prenant du plaisir et en allant vers des stratégies efficaces et réussies. Mais en même temps, ce que dit La Garandrie, on n'est pas dans du développement personnel, en fait, pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quelque chose à montrer. En fait, l'idée, c'est de se mettre au service du monde, en fait, de se mettre au service des autres. Il y a ça dans la pédagogie de La Garandrie, que ce caractère unique de chacun, eh bien, on le met au service de la collectivité. Et que cette sensibilité unique que chacun a, eh bien, elle soit source de progrès pour l'ensemble donc de la collectivité, de la société, ce qui renvoie aux finalités de la pédagogie qu'elle manque cruellement, avec raison, chez un certain nombre de neuroscientifiques. Voilà, puis moi de mon côté, c'est un petit texte que j'avais envie d'écrire parce que chaque mot est important pour moi là-dedans. On ne peut d'aucune manière se dire humaniste quand on enferme ses semblables dans une identité indépassable, qu'elle soit cognitive, affective ou sociale. L'essentialisme, ce que j'appelle l'essentialisation des êtres, c'est-à-dire le fait de les naturaliser, d'en faire en quelque sorte des papillons qu'on épingle, ça élabore des typologies de toutes sortes qui permettent de ranger les individus dans des cases et de les assigner à résidence à partir de diagnostics systématiques. Et tout cela me semble complètement contradictoire en réalité avec le projet fondamental de faire société, c'est-à-dire le contraire de séparer, le contraire d'enfermer, le contraire d'essentialiser, mais de chercher ce en quoi nous sommes à la fois différents et semblables. Et je voudrais compléter la citation précédente, sur laquelle peut-être tu peux revenir un instant, la diapositive précédente. Yves, je crois que tu as quelque chose à montrer, tu as une intelligence du monde, une sensibilité de la vie que tu es le seul à posséder, mais il y a des choses que nous possédons tous ensemble, qui est notre humaine condition. Nous avons autant de choses qui nous spécifient que de choses qui nous unissent, et je pense que la pédagogie, c'est tout à la fois l'art de trouver ce qui spécifie chacun, et l'art de trouver ce qui nous réunit entre nous, et ce qui peut faire commun, construire du commun entre nous. Et je te laisse passer à ta dernière diapositive, ou ton avant-dernière, je sais pas. Alors oui, là, ce sur quoi je voulais insister, justement, c'est, pour rebondir sur ces dérives typologiques dont tu as parlé, Philippe, c'est... la gestion mentale est complexe, hein, et je crois que c'est important d'assumer cette complexité, et justement de faire attention, très attention, parce que les dérives nous guettent, à ne pas sombrer dans des typologies qui ont quand même marqué l'histoire de la gestion mentale, alors qui sont dues à des interprétations caricaturales, que tu as rappelé, hein, auditives, visuelles. On a eu ça aussi avec ce qu'on appelle les paramètres, hein, le P1, P2, P3, P4, le concret, les codes, les liens, etc. On a catégorisé les gens. Il y a des articles qui sont sortis dans la presse qui ont présenté les choses de façon extrêmement caricaturale, avec une notion que La Garandrie a amenée dans les années 1990, qu'il a appelé les projets de sens. On a ce risque-là, hein, donc entre appliquant et expliquant, par exemple, à des personnes qui comprennent plutôt en se référant à un comment faire, qui s'opposerait à des personnes qui comprennent plutôt en essayant de répondre à la question du pourquoi. On sombre très vite dans des schématisations et des caricatures. Et donc je pense qu'une antidote à ça, c'est de considérer que toute personne est unique et que chacun a sa propre façon de faire. Et en même temps, je pense qu'une autre antidote que je n'ai pas mentionnée là, c'est l'importance d'analyser les tâches, hein, et de faire en sorte
d'essayer de voir le plus finement possible dans une tâche donnée, qu'est-ce qui est de l'ordre, alors des invariants structurels, enfin, pour prendre ton expression, et qu'est-ce qui est de l'ordre des variables. Et ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Et je crois qu'on arrive à nos citations finales, en fait. Alors, juste, je vais rebondir un instant sur les typologies. Un des problèmes des typologies, c'est que probablement on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que dans l'ordre de l'humain, on a besoin d'organiser les gens. On a besoin de les regrouper. Et pour ça, il faut identifier ce qu'ils ont en commun. Et parfois, on est amené à utiliser des typologies. D'ailleurs, le système scolaire les utilise très largement. Donc, on ne peut pas s'en passer. Le problème, c'est de ne pas en être esclave. C'est de ne pas enfermer et essentialiser les gens. D'autant plus que dans toutes les typologies, on croit qu'il s'agit de catégories alors qu'il s'agit de continuums. Expliquons-nous. Prenons une question toute simple, très compliquée, l'autisme. Il ne faudrait pas croire qu'il y a deux catégories, les gens autistes et les gens non autistes. Ça n'existe pas. Il y a un continuum entre l'autisme absolu, qui est quasiment la mort, et le contraire absolu de l'autisme, qui serait aussi quasiment la mort. L'impossibilité complète d'être soi-même et de se refermer sur soi-même, être en permanence dans une espèce de disponibilité totale aux autres. Donc en réalité, nous sommes tous quelque part sur ce continuum. Et si vous mettez une césure au milieu, vous voyez le continuum avec la césure au milieu, eh bien vous vous dites que la personne qui est juste à droite et la personne qui est juste à gauche de la césure, elles sont toutes les deux beaucoup plus proches entre elles qu'elles ne sont proches de la personne qui est au bout, de l'autre côté de chacun du segment. Et ça, c'est vrai pour la totalité des typologies. C'est vrai même pour la totalité des maladies. Et c'est même vrai, nous disent les médecins, pour à peu près tous les risques médicaux. On classe les gens en deux catégories, alors que la réalité, c'est toujours un continuum. Et qu'on est quelque part sur ce continuum. Et qu'on peut se déplacer sur ce continuum. Et qu'alors, bien sûr, les catégories, ça nous rassure. Bien sûr qu'on va les utiliser à certains moments. Moi-même, dans ce que j'ai théorisé sous le nom de groupe de besoins, j'ai utilisé les catégories. Les gens qui ont besoin d'expliciter de telle manière, qui ont besoin de travailler de telle manière. Et je pense qu'on a le droit de faire ça. Le seul problème, c'est de savoir que ce sont des catégories assez largement arbitraires, qui d'ailleurs varient avec le temps. Si on prend la catégorie des TDAH aujourd'hui, les troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, c'est une catégorie extrêmement récente. Ce que recherchait Binet comme dysfonctionnement, c'était l'apathie. Les élèves anormaux, c'était les élèves apathiques, c'était pas les élèves hyperactifs. Aujourd'hui, on aime les élèves apathiques parce qu'ils ne dérangent pas la classe, et on n'aime pas les élèves hyperactifs parce qu'ils dérangent la classe. Donc avec le temps, les choses changent. Donc les catégories évoluent, les catégories bougent, même le DSM-4 est dépassé aujourd'hui par le DSM-5, etc., etc. Donc tout ça bouge. Donc à la fois on en a besoin, à la fois c'est une nécessité dans l'ordre des choses, et en même temps il faut savoir que c'est arbitraire pour une part, et que surtout ça ne doit être que, si possible, provisoire. C'est-à-dire que ça ne doit pas figer. Voilà, ça ne doit pas figer. Oui, c'est très important. On pourrait dire la même chose sur les 10, les différents 10. Oui, par bien exemple, sûr. Quand on travaille en gestion mentale, par exemple avec des dyslexies, des dysorthographies, on se rend compte que quelqu'un qui est dans la même catégorie peut avoir un fonctionnement extrêmement différent d'un autre, qui est lui considéré aussi pour un dysorthographe. Donc effectivement, je crois. Alors en même temps, c'est vrai que je pense aux personnes qui sont en formation, et notamment en formation en gestion mentale, c'est vrai que on a besoin de passer par ces catégories dans le parcours de formation, parce qu'on en a besoin pour commencer à comprendre les choses, la complexité des choses. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est essentiel qu'elles soient temporaires, qu'on ait conscience de leur caractère arbitraire, schématique, et surtout qu'on n'enferme pas les gens dedans. Mais on peut à certains moments en faire des outils de répartition. Tout à fait. C'est quelque chose qui peut être extrêmement utile. Allez, on passe à nos deux citations finales et puis on arrête. Oui, alors c'est une citation qui vient que j'ai pioché chez Daniel Favre, qui serait attribuée à Aristophane, mais on n'est pas sûr, qui est reprise en tout cas par Montaigne. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et donc, nous serions peut-être des enseignants pyromanes, pour ceux qui sont dans l'enseignement. Alors, en fait, je crois qu'il faut interpréter cette citation dans le sens de enseigner, c'est favoriser la motivation d'innovation, c'est favoriser l'enrichissement des habitudes mentales, c'est aller vers l'imprévu, c'est aller vers
ce qui va diversifier, enfin nous pousser à diversifier nos pratiques pour faire en sorte que les élèves soient surpris, soient à même d'être étonnés, etc., etc. En même temps, si on est un enseignant pyromane, il faut l'être avec beaucoup de doigts et faire attention de ne pas brusquer les élèves, de ne pas les désorienter. Et c'est vrai que dans cette expression qui est un peu étonnante, il y a beaucoup de doigté à mettre pour faire en sorte que ce feu à allumer soit allumé en sécurité. Voilà, il y a une espèce d'articulation entre ces deux aspects qui est essentielle. Alors on s'était donné comme consigne de faire une citation très très courte, donc moi j'en ai fait une encore plus courte. Là il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, mais c'est parce que tu as mis donc c'est la citation de Rousseau, jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. Alors c'est assez compliqué, tout faire. Tout faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser l'espace pour qu'il ne soit pas menaçant, susciter le désir d'apprendre, fournir des ressources, accompagner le sujet, mais en ne faisant rien. Pourquoi en ne faisant rien? Eh bien parce que, et ça va apparaître, je suis sûr que tu vas réussir à appuyer sur le bouton, parce que je ne peux pas agir directement sur la liberté de l'autre, contrairement au bouton sur lequel il va appuyer, parce que je ne peux pas faire à sa place ce que lui seul peut faire, et parce que je dois lui permettre surtout d'être en situation d'agir par lui-même. Par lui-même. C'est une citation de Lacan que j'aime beaucoup qui dit « Si je me mets à la place de l'autre, l'autre, où est-ce qu'il se mettra ?» Ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin d'être empathique, ça veut dire que je vais lui donner tous les outils pour qu'il grandisse. Je vais mettre en cadre, lui donner des ressources, créer des situations, l'aider, l'accompagner, mais au bout du compte, il faut que ce soit lui qui fasse, quoi. C'est ça l'objectif de l'éducation, il faut que ce soit lui qui fasse. Et ça, je ne peux pas le faire à sa place. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais apprendre à nager à la place de quelqu'un, pas plus que je ne peux apprendre les mathématiques à la place de quelqu'un. Et cela nous renvoie à quelque chose d'à la fois formidable et dramatique, c'est que la réussite n'est pas donnée à tout. Parce que l'éducation des humains n'est pas la fabrication des objets. Parce que quand on fabrique des objets, on a le pouvoir de les faire comme on veut. Quand on éduque des humains, en dernier recours, c'est toujours eux qui ont le pouvoir. Et nous qui ne l'avons pas. Donc, la difficulté, la résistance, je vais même dire un gros mot, l'échec, c'est une caractéristique quasiment constitutive de l'acte éducatif. Éduquer, c'est pas fabriquer. L'éducation, c'est une condition, ça n'est pas une cause. On ne peut jamais dire que la manière dont on a éduqué quelqu'un a été la cause de son comportement. Ça a été une condition, ça a été quelque chose qui l'a aidé, qui l'a déterminé, qui l'a influencé, mais c'est lui qui agit. Et d'ailleurs, mon éducation ne serait pas réussie si ce n'était pas lui qui agissait au bout du compte, si ce n'était pas sa volonté et sa liberté qui étaient en jeu. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile, et ce qui fait que c'est un métier où il faut chaque jour se redonner du courage, parce que chaque jour on est confronté à l'échec, et que l'échec est constitutif d'une entreprise qui ne doit pas pour autant être décourageante. Voilà. Et juste sur la question de la motivation, je crois essentiel, je pense vraiment qu'on ne peut pas motiver quelqu'un de l'extérieur ou le remotiver de l'extérieur. C'est lui qui va décider. Par contre, on peut créer les conditions qui vont favoriser la motivation des uns ou des autres. Mais de toute façon, il y aura une part de mystère ou d'échec, effectivement, chez certains. On aura fait tout ce qu'on aura pu, mais un tel ou un tel ne sera pas motivé pour autant. Et c'est ce qui fait aussi, je dirais, le sel du métier. Alors, cet aspect sans arrêt à être confronté à des obstacles à franchir, à des échecs, mais aussi à des réussites totales. J'ai envie d'un dernier rebond, mais c'est une boutade, là, cette fois-ci, on ne va jamais s'arrêter. Parce que quand j'étais vice-président de la région Rhône-Alpes, je m'occupais des missions locales et des jeunes en très grande difficulté et anéance. Un jour, en réunissant tous les animateurs des missions locales, j'ai eu une espèce d'illumination comme ça, je leur ai demandé « Est-ce que vous connaissez Richard Anthony ?» Alors, la plupart d'entre eux, non, je pense que pratiquement personne connaît Richard Anthony ici, parce que vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi. Mais Richard Anthony, celui qui entendait siffler le train, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson, avait aussi une chanson qui s'intitulait « Donne-moi ma chance encore ». Et je leur ai dit au fond, l'éducateur, c'est celui qui, devant tout élève qui échoue, entend qu'il lui dit derrière son échec « Donne-moi ma chance encore ». Voilà. Je pense que ça peut être une
conclusion provisoire.